Il y a Spooky qui a trouvé le moyen de m'invoquer en avance. On est bientôt là, on arrive. Enfin, j'arrive. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, je suis près de la caméra. Comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Salut Aïda Kali, salut Spooky. Me voici, it's showtime. Salut utilisateur anonyme. Madouk bien sûr, bonsoir. Ainsi que le Guidron et Azazel. Vous m'entendez? Parfait. Génial. Génial, génial. Eh bien écoutez, on est reparti. Donc ce soir on se retrouve pour une critique de Beetlejuice, aka Beetlejuice 2.
Critique que j'ai, alors même si là du coup on va avoir plus le temps de développer, plus prendre le temps de parler, de discuter et aussi évidemment d'enrichir le débat avec vos retours, c'est une critique que j'ai déjà fait sous forme écrite sur écran large et sous forme de vidéo aussi sur la chaîne d'écran large. Donc si jamais vous avez déjà lu ma critique ou vu la vidéo, vous allez... Bon, voilà, vous savez à peu près où je vais aller, sachant qu'encore une fois, ici, on a plus le temps de discuter, de développer, et surtout de discuter, d'échanger, tout simplement. Ou encore d'insulter Barnier, bah écoutez, oui, oui, je pense qu'on peut déjà. On peut déjà. Enfin, on pouvait déjà avant qu'il soit Premier ministre, de toute manière, donc voilà. Effectivement, beau programme. Si j'ai pas beaucoup streamé ces jours-ci, c'est parce que je voulais streamer au moins hier, si ce n'est avant-hier. Mais il m'est arrivé, je vous raconte ça juste le temps que les retardataires arrivent, enfin les éventuels retardataires arrivent. Il m'est arrivé un truc, c'était mardi, je suis allée au travail le matin, et en sortant du métro, enfin entre le métro et le travail, qu'est-ce que j'ai vu sur une piste cyclable à côté de la route? J'ai vu un pauvre petit pigeon qui n'arrivait pas à voler, qui avait manifestement une aile cassée, et qui se tordait de partout sur la piste cyclable, tandis que les vélos faisaient moyennement attention à lui. Et je me suis dit, mais c'est horrible, je peux pas le laisser comme ça. Mais en même temps, je pouvais pas l'emmener à la rédac parce que les pigeons, bon, voilà, surtout à Paris, les gens sont pas très fans, partent du principe que c'est bourré de maladies, ça arrive, parfois il y en a qui ont des maladies, de parasites, machin. Et puis en plus, je voulais pas non plus qu'ils claquent au bureau devant tout le monde. Enfin bref, donc je savais pas, j'étais pas tellement en mesure de savoir quoi faire, mais je pouvais pas non plus le laisser en plein milieu de la route. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris et je l'ai mis dans l'herbe au pied d'un arbre. Et je me suis dit, bon, je pense que de toute manière, il n'y a pas grand-chose à faire pour lui, il n'y a pas grand espoir. Mais par contre, je peux pas tolérer que de juste absolument rien faire et ne pas le mettre un tout petit peu à l'abri et de le recroiser plus tard en repartant du boulot et de voir qu'il a été écrasé à l'endroit où je l'ai laissé. Enfin bon, bref. Donc, je l'ai mis vaguement à l'abri, dans l'herbe au pied d'un arbre. Mais bon, ça restait dans la rue, hein. Enfin, surtout qu'en plus, c'est gare de l'Est. Enfin, c'était... Voilà. Je me suis dit, tout ce que j'ai pu faire, c'est prier pour que quelqu'un le repère, quelqu'un qui sache davantage y faire, quelqu'un qui aurait le temps de l'apporter à une association. Enfin, voilà. Je suis allée au travail. Et le petit Luigi est attendu sur le stream de Judith. Euh, et donc je suis allée au travail et toute la journée ça m'a vraiment déprimée parce que, enfin, ouais, ça m'a déprimée. Je me suis dit, mais j'aurais dû faire plus, j'aurais dû prendre un congé, j'aurais dû essayer de l'amener à une association. En même temps, à Paris, si on prend un congé à chaque fois qu'on croise un animal, un pigeon ou un rat mal en point, on n'est quand même pas sorti de l'auberge. Salut Laurelaïs. Mais je m'en voulais beaucoup, enfin, ça m'a vraiment miné parce que je déteste voir les animaux évidemment dans le besoin et ne rien pouvoir faire pour eux. Donc j'étais vraiment, alors je l'ai pas spécialement communiqué à mes collègues bien sûr, mais j'étais très déprimée toute cette journée de travail. Et en fait, quand je suis ressortie du travail, le soir donc, je suis passée voir si le pigeon était toujours là, et il était toujours à l'endroit où je l'avais laissé, il était toujours vivant. Il était bon, tout groggy, tout endormi, il était resté dans le froid toute la journée à pas pouvoir bouger quoi. Et bah du coup là je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas le laisser. Enfin, la dernière fois que j'ai ramené un pigeon mal en point dans la rue chez moi, enfin en l'occurrence chez mon copain, ça s'est mal terminé parce qu'on a à peine passé le seuil de la porte qu'il est mort. Et j'avais absolument pas du tout envie que ça se reproduise, mais là je me suis dit, je peux pas le laisser, surtout qu'en plus il était pas comme l'autre, il était pas complètement malade, enfin il avait surtout l'air d'avoir une aile cassée et une patte cassée. Donc comme c'était à Gare de l'Est, j'en ai profité pour passer dans la gare, trouver une boutique où acheter une petite boîte et une serviette, et donc je l'ai récupéré, j'ai fait le chemin avec. Je vous laisse imaginer la tête des Parisiens quand ils vous voient dans le métro avec un pigeon dans une boîte, mais... bref, sinon, voilà, je le ramène chez moi, vraiment en étant dans l'angoisse de pas réussir à faire quelque chose pour lui. Bon, et bah, du coup, c'était le soir et j'arrivais pas à trouver de contact. Si, j'ai réussi à trouver le contact d'une messagerie, soi-disant d'une association qui peut vous aider dans ce genre de cas. Et j'envoie du coup un message sur la messagerie. C'était une messagerie WhatsApp. Donc j'écris, je dis bonsoir, j'ai trouvé un pigeon mal en point à Gare de l'Est, il vole pas. Qu'est-ce que je peux faire, machin. Et la réponse, ça a juste été bonsoir, qu'est-ce que vous attendez pour le récupérer? Je suis en mode d'accord. Donc si c'est pour me faire engueuler en fait, enfin moi j'avais besoin de conseils et tout, genre je suis pas veto donc mais bref, donc j'ai dit ok, eux on va laisser tomber. Et il y a une association que je connaissais dans une banlieue parisienne pas chez loin, enfin pas loin de chez mes parents. Je me suis dit bon là évidemment il était trop tard, mais je me dis s'il passe la nuit, je la porte demain.
donc je me mets en télétravail, je préviens mes collègues que je suis en télétravail, et le lendemain, donc je m'occupe du pigeon, donc je le fais boire. Ah oui, alors aussi, sachez si jamais vous en recueillez, j'ai essayé de le faire manger. On m'a dit ensuite que normalement il faut pas. Si vous trouvez un animal sauvage mal en point, vous pouvez lui proposer de l'eau. Faut pas le forcer à boire, mais vous pouvez lui proposer de l'eau. Mais surtout, faut pas lui proposer à manger parce que vous savez pas si vous allez potentiellement l'empoisonner ou le faire s'étouffer, etc. Donc il faut pas, même si vous avez l'impression que ça fait trop longtemps qu'il a pas mangé, a priori, il faut pas lui donner à manger. Je vous répète les conseils que les personnes habilitées m'ont donnés, hein. Euh, et ah, ça lag chez vous? Merde. Que puis-je faire? Essayer de régler ce problème. Euh, Que puis-je faire? Que puis-je faire pour que ça arrête de laguer? Est-ce que c'est mieux là? Peut-être que ça va être mieux. Je vais fermer un peu plus d'applications. Non mais c'est trop ça, c'est vraiment mais qu'est-ce que tu fous? Genre ramasse le pigeon. Enfin bon bref. Et donc bref, j'ai donc effectivement ramené ce pigeon jusqu'à chez mon copain, qui au départ était un peu en mode c'est pas vrai qu'elle va encore me ramener un pigeon crevé, mais salut Alfred César. Et donc bref, je le ramène, donc voilà, je dis il faut pas lui donner à manger, machin. Je le fais un petit peu boire, et je le laisse dans sa caisse avec la serviette, voilà. Et donc je l'examine un peu comme je peux avec des gants, et je constate qu'effectivement il a une aile qui marche très mal et une patte qui peut pas poser du tout. Parce qu'encore, il y a beaucoup de pigeons parisiens qui vivent avec une patte en moins, mais l'aile par contre évidemment c'est pas possible. Donc bref, et j'ai repéré effectivement, il m'a semblé, même s'il n'y avait pas de blessure visible, il y a un endroit, effectivement, la jonction de l'aile, elle était effectivement un peu cassée. Euh, je pense que ce conseil, c'est comme pour enlever le casque des motards accidentés, on te dit de rien faire parce que la plupart des gens ne savent pas, et donc vont faire empirer les choses. Oui, bah oui, c'est ça, Eude Kelly. Et donc, le lendemain, le pigeon est toujours vivant, Dieu merci. Et donc je me mets en télétravail pour garder un œil sur lui et j'essaie de contacter la fameuse association que je connaissais déjà, à laquelle j'avais déjà amené pas mal de pigeons en détresse. Problème, c'est qu'ils répondent pas et qu'ils sont marqués temporairement fermés sur Google et que du coup, bah, elle me dit, bah, oui, effectivement, ils ont l'air d'être fermés. Donc en fait, si c'est pas eux, je ne sais pas à qui m'adresser. Parce que dès que vous cherchez pigeons en détresse, machin, aider un pigeon sur Google, à Paris, tout ce que ça vous dit, c'est comment se débarrasser des pigeons, appeler un service de dératisation. Genre, non, c'est pas ce qu'on veut. Et, et j'ai donc une autre journée se passe, le pigeon, j'arrive encore à le faire boire, mais j'arrive toujours pas à le faire manger, donc il s'affaiblit quand même pas mal. Et j'ai enfin trouvé, en fait, du coup le soir, l'adresse l'adresse du refuge qui se trouve à Maison-Alfort. Je vous le dis pour si jamais vous êtes en région parisienne du coup et que vous recueillez un animal en détresse, vous pouvez aller le déposer à Maison-Alfort. Donc Maison-Alfort, c'est une banlieue qui est célèbre pour son école de vétérinaire, mondialement réputée. Et donc, ils ont un petit centre qui s'appelle Faune Alfort, auquel n'importe qui peut aller déposer un animal. Alors, pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais en tout cas, en journée, en semaine, vous pouvez y aller. Moi, j'y suis allée sans prévenir, sans téléphoner, sans envoyer de mail, parce que la messagerie sur leur site marchait pas. J'y suis allée avec le pigeon. Donc, bon, ça m'a coûté une petite heure de transport, mais heureusement, le pigeon a survécu à 7 heures de métro, parce qu'il était. Enfin, à 1 heure de métro parce qu'il était quand même de moins en moins en forme. Et donc je l'ai apporté, ils l'ont recueilli. Et donc maintenant il est entre des mains compétentes. La dame m'a expliqué qu'ils allaient le montrer à un vétérinaire et que s'ils réussissaient à le soigner, bah, ils le relâcheraient. Après c'est pas dit qu'ils réussissent à le soigner. Peut-être qu'à l'heure où on parle, il est euthanasié. J'espère vraiment pas. J'espère vraiment pas parce que je m'étais très fort attachée à lui. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pas été dispo pour streamer les soirs précédents. Et voilà, et j'ai beaucoup aimé pouvoir faire quelque chose pour ce petit pigeon et j'espère vraiment qu'il sera sauvé parce que je pense qu'avec une attelle, son aile pourrait se remettre et avec un peu d'antibiotiques, il serait sur pied. Mais bon, voilà, je ne saurais pas, je continuerai de vivre dans l'espoir qu'effectivement il ira mieux. J'ai évidemment offert de le récupérer si jamais il pouvait pas de nouveau voler et qu'il pouvait pas être lâché, mais malheureusement elle m'a expliqué qu'avec les animaux sauvages on n'a pas le droit et que donc voilà, je ne pouvais pas le récupérer. Bref. Alors, Euh, moi, j'ai récupéré 2 fois des martinets noirs. Ce sont des petits osieux qui peuvent voler quasiment 10 mois d'affilée en se posant rarement. Waouh, vite fait.
dormant en vol et tout, et parfois ils crachent, ils sont trop faibles et pour redécoller. Après 2-3 semaines posés au jardin, avec bouffe et flotte, mon père les a fait redécoller en les posant en hauteur. Une fois depuis son épaule et une fois depuis le haut du poulailler. Ah, c'est trop mignon. Ah ouais, non, mais parfois ça vaut vraiment le coup, hein. Parfois il n'y a pas grand chose à faire pour les remettre sur pied. Après, avec une aile cassée, bien sûr, c'est plus compliqué si on sait pas un peu faire de soins, mais. Voilà. Bonsoir, Henry. Bref, voilà, c'était pour vous raconter la petite histoire du pigeon, parce que comme je l'ai amené juste cet après-midi, parce que j'avais la chance de pas travailler aujourd'hui, c'est encore très frais dans mon esprit, et je suis encore tout émue de cette mésaventure. Ça me touche beaucoup, beaucoup, toujours ce qui arrive aux animaux. Voilà, donc à part ça, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour parler de Beetlejuice. Je rappelle que mes streams contiennent des spoilers, et justement si vous avez peur des spoilers, sachez que ma critique écrite sur écran large et ma critique vidéo sur la chaîne écran large sont sans spoilers, donc si vous n'avez pas encore vu le film, vous pouvez vous rediriger vers ces critiques-là, et revenir ensuite voir le replay full spoilers, ou vous décidez que vous en avez rien à foutre des spoilers, c'est toujours la même chose. Alors, par où commencer? Je pense que, comme... oula, utilisateur anonyme, ouais, tu vas te boucher les oreilles pendant tout le live, du coup. Je pense qu'il faut qu'on commence un petit peu par quelle était notre attente vis-à-vis de ce film. On va replacer un peu le contexte de ça, parce que je pense que c'est quelque chose... ça fait quelques jours que j'ai vu le film maintenant, parce que j'ai eu la chance de le voir en avant-première. Je pense que l'attente que j'ai eue du film, les a priori que j'avais, les a priori qui étaient négatifs d'ailleurs, on va en reparler, ont peut-être joué sur ma réception du film, et peut-être que l'avis que je vais vous donner là aura évolué d'ici quelques semaines, d'ici quelques années, on ne sait pas. Voilà. Donc en fait, Beetlejuice 2, c'est un projet de suite qui existe depuis que le premier Beetlejuice est sorti au cinéma. Pardon. Salut Chino. Salut Counterlock. Ah, tu vas le voir tout à l'heure. Ok. J'aurais sûrement pas fini le live, je pense, mais peu importe. Donc en fait, donc voilà, ce projet de suite, il existe depuis très très longtemps. Enfin, en tout cas, pas forcément le projet de cette suite-là, parce que là, évidemment, bah, si vous voyez un peu la bande-annonce, etc., vous doutez que le film est écrit en fonction de l'âge qu'ont désormais les personnages. Mais voilà, à l'époque où le film fait quand même plutôt un succès en salle, une suite est dans les cartons, sauf que rapidement Tim Burton n'est plus dispo pour la réaliser. Il part sur Batman, sur ce genre de choses. Et il a pas non plus. Et oui, et du coup, et Winona Ryder et peut-être bien Michael Keaton ne veulent pas faire de suite si c'est pas Tim Burton qui la réalise. Donc bref, il y a beaucoup de choses qui se compliquent jusqu'à ce que, au moment où ça se décante plus ou moins, ils disent de toute manière, Winona Ryder est trop âgée pour reprendre son rôle, donc on ne fait plus la suite. Euh, voilà. Et au fur et à mesure des années, ça fait quand même très longtemps que de nouveaux projets de suite sont toujours teasés. On se dit, waouh, Beetlejuice 2, ce serait super, et que Tim Burton donne l'impression de garder un peu ça sous le coude comme étant le projet de son potentiel grand retour. Grand retour parmi les réalisateurs dignes de ce nom, je veux dire. Et que ça ne se fait pas, et tout d'un coup, quasiment, il y a quoi, il y a 1-2 ans, la nouvelle, enfin la date de sortie est tombée, enfin la nouvelle que le film se faisait, était vraiment concrétisée, est tombée. Et on n'en revenait pas, enfin moi en tout cas je me disais, ah ouais, je m'attendais pas à ce que tout à coup ça devienne un véritable projet, pardon. Euh, Pardon. Salut Dark Chirac. Et donc ça a fini par arriver, sauf que moi ça faisait longtemps que je n'y croyais plus. Mon rapport au premier film, Newman, c'est que je l'aime beaucoup. C'est pas du tout mon Tim Burton préféré. Pour replacer un peu, Tim Burton, c'est vraiment le réalisateur qui m'a fait m'intéresser au cinéma. Alors là, je veux dire, peut-être que j'en parle un peu en mode, ouais, la plus grande fan, comme une énorme, enfin une meuf qui se prendrait pour un special snowflake ou quoi. Mais je me suis rendu compte évidemment. Merci Eclipsis pour le follow, que en fait beaucoup de personnes de ma génération étaient venues au cinéma avec Tim Burton, et que le réalisateur comptait pour énormément de gens de ma génération. Donc ce que je vais raconter va sans doute faire écho à ce qu'ont vécu pas mal d'entre vous. Donc quand j'étais enfant, ado, enfin pré-ado, Tim Burton c'est vraiment le réalisateur qui m'a fait me dire
que peut-être le cinéma deviendrait une priorité dans ma vie sur la volonté justement d'être vétérinaire. Parce que j'étais nulle en maths, donc je pouvais toujours me carrer des études de vétérinaire là où je pense. Mais donc c'est le réalisateur à travers lequel j'ai compris en fait ce que c'était qu'un réalisateur, parce que quand j'étais petite, j'ai été biberonnée à L'étrange Noël de Monsieur Jack, même s'il est réalisé par Henri Selick, mais donc en avant-première de L'étrange Noël sur la VHS, il y avait le court-métrage Vincent. J'ai une petite vidéo Chills qui est sortie aujourd'hui sur les réseaux pour en parler, qui est un court-métrage absolument sublime et qui est peut-être la plus grande de ses œuvres, qui me perturbait énormément quand j'étais enfant, mais en même temps qui me fascinait et que j'adorais et qui a été, je pense, un vrai déclencheur avec L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc j'adorais ça. J'aimais beaucoup Batman le défi, le premier Batman aussi, ensuite Édouard de Main d'Argent qui m'a énormément ému, etc. Et en fait, petit à petit, quand j'ai fini par comprendre que les films c'était quelque chose qui se fabriquait avec des gens derrière, du coup c'est via Tim Burton que j'ai compris que j'ai commencé à comprendre la place d'un réalisateur et que j'ai compris qu'un réalisateur pouvait avoir une patte et que c'était vraiment un travail et que c'était des histoires qu'il choisissait potentiellement de créer, etc. Euh, et donc ça a un peu changé ma vie, enfin surtout Édouard aux mains d'argent parce que ça a vraiment été la révélation. Ouais, ça a été la révélation et je me suis dit, ok, c'est là que j'ai compris qu'un film pouvait m'émouvoir à ce point, et que donc le cinéma pouvait m'émouvoir à ce point, et c'est là que je me suis dit que peut-être c'était davantage ça ma vocation. On peut se poser la question parce qu'aujourd'hui, vous voyez, je suis vraiment tiraillée et je regrette très fort par moments de ne pas avoir choisi de m'occuper des animaux pour occuper ma vie, mais bon, voilà, c'est mes deux grandes passions, on va dire. Et donc voilà, ça a été la révélation Édouard de Main d'Argent. Donc pendant longtemps, Édouard de Main d'Argent, Tim Burton a été mon réalisateur préféré, et on peut dire que le Tim Burton de cette époque reste aujourd'hui mon réalisateur préféré. C'est terriblement pas original du tout, mais c'est le cas. Écoutez, ça a défini énormément de choses pour moi. Euh, et comme beaucoup de gens, si je n'aime pas beaucoup La planète des singes, j'aime en gros ce qu'il a fait jusqu'à Big Fish. Et quand j'ai eu l'âge d'enfin aller voir ses films au cinéma, c'est-à-dire l'année de Charlie et la chocolaterie et des noces funèbres, et ben malheureusement pour moi ça a été l'année de la trahison et c'est devenu n'importe quoi à ce moment-là. Chez moi aussi ça lag. Donc c'est devenu n'importe quoi avec Charlie et la chocolaterie et les noces funèbres, et en fait à partir de ce moment-là, la patte Tim Burton est clairement devenue comment dire, un produit plus qu'autre chose, une marque de fabrique, mais voilà, quelque chose, un argument commercial, on va dire. Et à partir de là, il a vraiment perdu le mojo, surtout voilà, il s'est fait produire chez Disney pour Alice au Pays des Merveilles, il a commencé à faire des films de commande, sachant que, alors c'est très très bien expliqué dans la vidéo du vidéoclub de Monsieur Bobine, que je vous recommande très fortement, qui est consacrée à la carrière de Tim Burton, qu'ils ont sorti il y a 2 ans, avec la fiche de Sleepy Hollow en miniature, où ils expliquent comment Sleepy Hollow est peut-être considéré comme le film de la bascule dans la carrière de Tim Burton. C'est vrai que Tim Burton a très rarement écrit lui-même ses scénarios, et qu'en fait, même Beetlejuice, d'ailleurs le premier Beetlejuice, c'était un film de, alors c'est pas une commande, mais enfin c'est-à-dire que on lui a proposé le scénario, un scénario qui était déjà écrit, un scénario qui cherchait un réalisateur, enfin les productions cherchaient un réalisateur pour le réaliser, et suite à Pee-wee Big Adventure, ils ont pensé à Tim Burton, ils lui ont proposé, il a aimé, donc il l'a réalisé. Mais il est quand même très rarement à l'origine des projets, sauf justement Edouard de Main d'Argent, et peut-être quelques autres. Mais donc, quelque part, c'est quelqu'un qui a toujours fait un peu de la commande, mais avec Disney, évidemment, il est passé à un stade supérieur, et depuis, bon, c'est un peu comme s'il avait perdu son âme, et qu'il avait, enfin, en tout cas, qu'il avait vraiment vendu son âme au diable, et depuis, il a fait énormément de merde, enfin, moi, je trouve vraiment, sous la vidéo écran large, il y a beaucoup de gens qui disent, mais d'où ça vient, cette espèce de bashing du Tim Burton des années post-2000? Oui, désolé, enfin pour moi, je répète, évidemment que ça n'est que mon avis, mais tout ce qu'il a fait post 2005, enfin à partir de 2005, c'est vraiment de la grosse merde, vraiment. Je veux dire, il n'y a pas grand chose pour rattraper ça. Il y a Frankenweenie qui est moins pire, mais qui est vraiment comment dire, un aveu d'échec vis-à-vis de sa propre créativité, parce que c'est du coup un remake long métrage d'un. Hey, salut le Red! Salut le Red, salut Sarah, comment vas-tu? Comment allez-vous tous? Ici, on parle de Beetlejuice, Beetlejuice. Je sais pas si tu l'as déjà vu, Sarah. J'en profite pour rattraper un peu vos messages. Merci Elfe Lutine pour le follow. Ouais, le deuxième Beetlejuice va arriver assez vite après le premier, effectivement, Chino, ouais, c'est ce que je disais au début. Euh, on a tous eu nos moments de cringe à l'explosion du Noël de Jack 15 ans après. Ça, c'est vrai que très bizarre. En fait, c'est un peu arrivé. Quand j'étais petite, je croyais encore que j'étais à peu près la seule, enfin petite, avant le collège. Je croyais que j'étais encore à peu près originale à être spécialement passionnée par le cinéma de Tim Burton. Et au collège,
au moment effectivement où il y a eu cette espèce de revival incroyable de la mode autour du personnage de l'étrange de Monsieur Jack et de tout cet univers-là, et où je me suis dit, en fait, tout le monde est fan autour de moi. En fait, je suis vraiment pas du tout spéciale. Bref. Qu'est-ce que vous faisiez chez Sarah? C'est trop une accusation, je voulais juste savoir, genre, sur quoi porter le stream, comment ça s'est passé, est-ce que c'était cool? Et c'est vraiment, qu'est-ce que vous fichiez chez Sarah? Je vous avais déjà dit de pas aller chez elle. Évidemment. Alors que c'est tout le contraire, bien sûr. Pourtant, c'est excellent chez les chocolateries, un vrai film de sale gosse très personnel. Alors oui, voilà, bah, c'est là qu'on n'est pas d'accord, Alfred César, moi je trouve pas ça bien du tout. Je trouve pas que ce soit le pire, mais je trouve pas ça bien du tout. Spooky, tu sauves Big Eyes? Ah ouais. Moi je trouve moins pire que d'autres, mais ouais, je l'aime pas non plus. Ça n'a pas été trop difficile à accepter, reconnaître comme désillusion pour un réal qui t'a autant fait aimer le cinéma. Si, si, absolument, le guidron, d'accord. D'ailleurs, quand je suis sortie de Charlie et la chocolaterie et les noces funèbres, je me rappelle vraiment n'avoir pas aimé, mais m'être dit, non, en fait, Tim Burton, c'est ma bannière depuis des années. C'est les premiers films que je peux voir au cinéma de lui. Il faut que j'adore. Donc vraiment, je me suis vraiment menti en disant que c'était trop bien. Je suis retournée les voir 2 fois et tout. Mais je sentais que la magie était pas là, quoi. Et après, il y a eu Sweeney Todd. Et c'est pareil, je suis sortie un peu en disant. Et après, je me dis, non, c'est vraiment pas possible. Genre, c'est ouais, impossible. Bref. Mais la décision a été. En fait, ma haine de ces films d'après a vraiment été proportionnelle à l'amour que je porte à ceux d'avant. Parce que je l'ai vraiment vécu comme une trahison personnelle. Mais. Enfin, pour moi, c'était mon Dieu qui me trahissait vraiment au plus profond de moi-même. Mais voilà, dans mon cerveau d'adolescente, c'était un truc. C'était une catastrophe, genre vraiment une catastrophe. Donc oui, ça a été très dur, effectivement. D'où que, d'ailleurs, après Alice, je me suis dit, laisse tomber, je ne vais plus jamais voir un Tim Burton au cinéma. Genre vraiment, plus jamais. Et d'ailleurs, effectivement, j'ai pas craqué jusqu'à maintenant. Parce que j'ai pas vu pendant longtemps, j'ai pas vu Dark Shadows, j'ai pas vu Frankenweenie, j'ai pas vu Big Eyes, tout ça j'ai pas vu. Et il y a quelques temps, j'ai dû tous les rattraper pour participer à un podcast sur Tim Burton. Et voilà, il y en a, dont c'était bien la catastrophe que j'imaginais, Dark Shadows, Dumbo et compagnie. Euh, voilà, Frankenweenie, je disais moins pire, mais comme c'est le remake long métrage d'un de ses courts métrages génial, d'ailleurs, j'ai aussi une petite vidéo qui va sortir dessus dans quelques temps. Le court métrage est vachement bien. Frankenweenie, franchement, envoyez-le. Il est trop trop bien. Il est peut-être un poil moins bien que Vincent, mais il est quand même super. Merci Spooky pour cette offre d'abonnement à Sarah. Oui, bien sûr, Sarah va manger. Pardon, je mets trop de temps à rattraper vos messages. Mais merci beaucoup pour le raid. Merci d'être passé. Bon appétit. Euh, oui, de Frankenweenie, du coup, il y a un côté vraiment genre, regardez, je reviens au Tim Burton que j'étais, genre vraiment. En plus, il y a Winona Ryder qui faisait une voix dedans, il reprenait plein de ses anciens acteurs fétiches pour faire des voix. Il y a le personnage du prof qui était vraiment une caricature de Vincent Price. Il y a vraiment un côté genre, si, je vous assure, c'est toujours moi le Tim Burton des débuts, regardez, regardez, regardez. En fait, c'était tellement trop que c'était un peu gênant. Enfin, je veux dire, ça faisait tout sauf histoire originale, sauf créativité, quoi. Euh, Ah, tu aimes Emily Adams, mais pas de problème, Spooky, je l'admets très bien. Ouais, Vincent Price, incroyable. Vincent Price, le dieu. D'où qu'il faut absolument que vous voyez du coup le court-métrage Vincent en VO, parce que du coup la VO est narrée, donc c'est un court-métrage complètement hommage à Vincent Price, qui est un acteur absolument grandiose, et c'est lui qui fait la voix off du court-métrage, qui est cette voix off parce que le court-métrage en lui-même est muet, mais donc il y a juste un poème qui est raconté en voix off dessus, donc qui est dit par Vincent Price. C'est un poème qui est écrit par Tim Burton pour faire rendre hommage à Vincent Price et à l'univers d'Edgar Poe, parce que Vincent Price s'est fait connaître comme étant enfin, il s'est pas fait connaître comme ça, mais il a été entre autres l'interprète des films de Roger Corman tirés d'Edgar Poe, qui sont absolument géniaux, il est incroyable dedans. Et bref, Tim Burton a évidemment baigné là-dedans quand il était petit, et on a tiré ce court métrage, et c'est absolument formidable. Voilà. Et où j'en étais avec tout ça, oui, Frankenweenie. Bref, pour moi, ça a été la déchéance totale et l'immense trahison après tout ce qui a suivi 2005. Donc, la suite de Beetlejuice, pour moi, c'était encore pire, parce que je me dis, ok, là, il continue dans la veine Frankenweenie, c'est-à-dire qu'il va salir les œuvres de son passé qu'on aimait. Donc j'étais fâchée d'avance. Vraiment, j'étais en mode. Alors je savais que, évidemment, que pour écran large, j'allais vouloir être la personne qui écrit dessus, parce que j'avais le rapport le plus intime à son cinéma. Je savais que j'allais vouloir le voir Day One quand même, parce que le travail allait de toute manière l'exiger, et que Winona Ryder, et que plein de choses, mais pour moi, vraiment, je partais dans l'idée que j'allais détester, et je ne pouvais pas croire une seule seconde
au retour du vrai Tim Burton. Ce que me confirmait la première bande-annonce du film qui est sorti, que je trouvais extrêmement cliché, ridicule. Et la deuxième bande-annonce, en l'occurrence, pour le coup, m'a un petit peu plus fait douter. Je me suis dit, ah, il y a quelque chose de plus burtonien, plus burtonesque dans celle-là. Est-ce que peut-être... Bon, voilà. Et ensuite est arrivée la fameuse avant-première, dont je vais vous parler un instant. En VO SVP, absolument, écoutez Sarah. Ah oui, t'as pas trop aimé Frankenweenie, Sarah, mais même le court-métrage. Le court-métrage, il est chouette quand même, je trouve. Ah oui, t'as préféré le court-métrage, ah oui, bien sûr. Oui, non, mais il est tellement mieux. Tellement mieux, bien sûr. Euh, Personne ne cite Sweeney Todd, ça en dit long sur la qualité du truc. Si, ouais, j'en ai parlé, Spooky. Ouais, pour moi, ça a été vraiment le film où je me suis dit, ok, je peux plus me mentir, je peux plus faire semblant. C'est catastrophique, c'était atroce. C'est vraiment atroce, Sweeney Todd. Alors pour moi, le pire, je pense que c'est Dumbo. Mais Sweeney Todd, c'est vraiment compliqué, compliqué, compliqué. Tout le film chanté par des gens qui savent pas chanter en plus. Euh, Ah, d'où pourquoi je m'appelle Sarah le chat Price. Très bien. Ah oui, je savais pas que c'était une ref. Ah bah trop bien. Quel bon goût. Mais j'ai cité Dark Shadows aussi, Spooky. En fait, tu n'écoutes rien. Ah non, alors, nous mets pas cette chanson dans la tête, quelle horreur. Donc bref, voilà, je partais dans cet état d'esprit pour l'avant-première. Donc j'ai eu la chance d'être invitée à l'avant-première. C'était une avant-première du coup qui se déroulait au Grand Rex. Je vous en parlais un peu parce que donc c'était une avant-première. Il y a des gens qui l'ont présentée comme étant une avant-première influenceur. Alors c'est peut-être majoritairement ce qu'elle était, mais pardon, il y avait aussi du public qui pouvait acheter sa place. Et ce n'était pas que influenceur parce que autant moi ça m'arrive, comme j'ai un média entre guillemets individuel, ça m'arrive d'être invitée sur ce genre d'événement en tant qu'influenceuse, bon pas beaucoup hein, mais un peu. Mais en l'occurrence il y avait aussi, enfin tout écran large a reçu des invites, donc il y avait aussi la presse, enfin des membres de la presse parce que écran large du coup quand on est invité en tant qu'écran large c'est toujours en tant que presse et non pas influenceur. Donc donc voilà. C'était pour dire c'était pas que influenceur parce que ça m'est arrivé d'aller dans des avant-premières où on est vraiment là pour communiquer un maximum sur la séance, sur le film, avec si possible pas trop de réflexion sur le film qu'on nous présente parce que c'est pas toujours les meilleurs films qu'on nous montre dans ces cadres-là, ça dépend, hein, mais voilà. Et où pour le coup on nous lèche les bottes de ouf, il y a des animations, on nous donne de la bouffe, on nous donne des goodies, voilà. Et où c'est des avant-premières, moi je regarde les gens autour de moi, je reconnais absolument personne, c'est personne qui parle de cinéma, c'est que des gens qui ont des gros comptes Instagram, et ce qui est pas mon cas d'ailleurs, enfin, et qui sont juste là pour faire des stories du coup avec les affiches du film et ce genre de choses. Et moi j'aime bien être invitée à ce genre de choses, hein, déjà parce que je suis contente d'avoir des goodies, c'est vrai, j'avoue parfois, et parce que ça me permet quand même de découvrir le film en avance, d'en parler, etc. Mais voilà, ça c'est des avant-premières où quand on y est en même temps on se sent pas très bien parce qu'on sent vraiment qu'on est là pour servir de panneaux publicitaires gratos et que en fait sous prétexte qu'on nous cire un peu les pompes avec un petit cocktail ou quoi, on est censé pouvoir vendre le film derrière. Là voilà, il y avait un peu de ça mais c'était pas complètement ça. Il y avait aussi vraiment de la presse quoi. Euh, Oui Sarah bien sûr, file manger. Encore merci. Ok, Cantorlog, bah écoute, j'espère que le film te plaira, mais t'inquiète, le replay sera dispo si tu veux regarder la suite plus tard. Merci beaucoup. Si j'ai fait une story avec Jenna Ortega, et non, car le casting n'était pas là. Vous vous doutez bien que dès que j'ai reçu l'invite, je me suis dit, est-ce que je vais voir Winona Ryder? Et en fait, non. Il n'y avait pas l'équipe. Heureusement que c'était précisé d'ailleurs, parce que sinon j'aurais été extrêmement déçue. Euh, Mais donc, cette avant-première, je dois dire, alors là où il y a des gens qui ont râlé, c'est qu'apparemment, on m'a raconté, moi j'ai pas vu les témoignages directs, mais les gens qui avaient payé leur place, alors qu'on leur avait vendu une expérience immersive, n'ont absolument pas eu le droit, apparemment encore une fois de ce qu'on m'a dit, hein, c'est à prendre avec des pincettes, n'ont pas eu le droit d'aller dans les parties décorées. Parce que donc je vais dire, voilà, il y avait le hall du Grand Rex, était super bien décoré pour
avoir, on va dire, des décors un peu instagrammables où vous pouviez vous prendre en photo avec des acteurs qui étaient déguisés avec des costumes des morts vivants du film. C'était vraiment assez chouette ce qu'il avait fait. Il y avait vraiment une chouette ambiance. Et donc on naviguait là-dedans avant de rentrer dans la salle. Et apparemment, ça n'a été justement que pour le public du bas de la salle, donc c'est-à-dire presse et influenceurs. Et les gens qui avaient payé leur billet non seulement étaient au balcon et donc avaient un petit écran, parce que quand il y a des gens en bas, ils déploient pas le grand large. Parce que donc vous avez évidemment le très grand écran au Grand Rex qui s'appelle le grand large. Ça, il le déplie que quand il y a comment dire, le public qui est uniquement au balcon, et c'est un effet énorme. Enfin, moi, c'est dans ces conditions que j'avais vu The Dark Knight Rises en avant-première, c'était fou. Cet écran, il le déplie pas quand il y a des gens sur le parterre de la salle, parce que ces gens-là ne verraient rien. Mais du coup, quand ils utilisent le plus petit écran, qui est quand même un écran de cinéma, hein, mais qui est nettement plus petit, bah les gens du balcon, pour le coup, ils ont vraiment une petite image en bas, quoi. Donc non seulement ils voient le film dans ces conditions, et en plus apparemment, alors qu'ils ont payé pour avoir une expérience soi-disant immersive, ils n'ont pas eu accès au décor, de ce qu'on m'a dit. Donc, pas ouf. Je voulais juste le dire parce que, à part ça, moi j'ai kiffé cette séance. J'ai adoré me retrouver plongée dans ces décors, même si j'ai bien conscience du côté vraiment coup de pub qu'il y a à ça. J'ai trouvé que c'était bien fichu, j'ai apprécié. Et évidemment, bah, moi j'ai bénéficié d'une invitation, donc pour moi il y avait qu'à profiter de la chose. Et donc ce que je veux dire aussi par là, enfin la raison pour laquelle je détaille ça, c'est qu'il faut se dire que je l'ai vu dans des conditions où on est spécialement bien traité entre guillemets et où du coup on est prédisposé à avoir un ressenti positif. Alors je pense que j'ai suffisamment de bouteilles pour dire que je suis quand même capable dans ces circonstances-là d'avoir un regard à peu près objectif sur un film, enfin en tout cas de pouvoir le juger de manière à peu près impartiale. Il me semble que c'est ce que j'ai déjà fait sur d'autres séances que j'ai vécues dans ces circonstances. Mais voilà, il faut savoir que je l'ai vu dans ce genre de séance où on fait tout pour vous faire kiffer l'expérience et où le film arrive un peu en conclusion de tout un mood qu'on vous fait vivre, de toute une expérience qu'on vous fait vivre, où vous avez l'impression un peu d'être une star. Voilà, il y a des popcorns qui vous attendent sur votre fauteuil. En l'occurrence, les popcorns étaient dégueulasses parce que ça faisait des heures qu'ils attendaient là, ils étaient tout mous, tout collants, c'était dégueulasse. Je les ai pas mangés, surtout quand c'est Alexandre ou Antoine qui est assis à côté de moi qui a fait remarquer que c'était un peu comme du carton sur lequel on avait pissé. Évidemment, après j'en ai pas mangé. Je crois qu'Alex a quand même fini son paquet. Bref, on vous accueille bien, quoi. On sait vous recevoir. Il y a des gens plus, enfin, pas des gens connus autour de vous, mais il y a plein de gens que vous reconnaissez, parce que c'est du milieu, parce que c'est soit des gens qui font du cinéma un peu à votre niveau que vous reconnaissez, soit parce que c'est aussi la presse, des influenceurs voilà, qui gravitent un peu dans les mêmes sphères que vous. Donc il y a vraiment tout est fait pour que vous vous sentiez bien. Donc voilà, juste par souci de transparence, j'avais juste envie que vous sachiez que moi j'ai découvert le film dans ces circonstances et que même si j'essaye d'avoir un regard objectif, on peut jamais dire si ça joue un peu le fait que on vous éclate autant avant que le film commence. Pardon. Donc ensuite, effectivement, le film a commencé. Et alors, que dire? Maintenant que j'ai placé un peu le contexte de l'attente que j'avais du film. Euh, La première chose à dire, et vous le savez peut-être du coup si vous avez vu mes critiques sur écran large, c'est que j'ai pas du tout détesté le film et que j'ai été très surprise au fur et à mesure, et ce dès le début, parce qu'en plus le film m'a plu dès le début. J'ai été vraiment très surprise de pas être complètement écœurée, parce que au regard de ce que je vous disais avant sur l'énorme trahison que pour moi représentait Tim Burton depuis 20 ans, je pensais vraiment que j'allais avoir un rejet total du film. J'y partais vraiment, enfin je partais battue. Je pensais en plus que j'allais voir Winona Ryder se ridiculiser plus ou moins. Euh, Michael Keaton pareil, je pensais que j'allais voir mes personnages chéris traîner dans la boue. Encore une fois, je répète, le premier Beetlejuice, c'est pas du tout mon Burton préféré, mais je l'aime beaucoup. C'est un film que je trouve. Enfin, que je trouve assez pétri de défauts, on en reparlera, mais que je trouve évidemment extrêmement sympathique, drôle, avec le personnage de Lydia qui, comme à beaucoup de personnes, vous en doutez, m'a énormément parlé quand j'étais ado et encore maintenant. Voilà, il y a plein de choses dans lesquelles je me reconnais dans Beetlejuice. C'est pas un Tim Burton que je mets au-dessus de tous, bien sûr, contrairement à mes colocs, par exemple, dont c'est vraiment le Tim Burton préféré. Mais évidemment que c'est un film auquel j'étais très attachée. Surtout, en plus, maintenant, avec le regard vraiment nostalgique de Ah, le Tim Burton d'avant, c'était bien. Bref. Donc, pour moi, je m'attendais vraiment à voir traîner dans la boue une œuvre très importante pour moi.
Quelle ne fut pas ma surprise quand en fait je n'ai pas dû trouver que c'était le cas. Euh, ce, qui, ce qui est déjà une victoire, le remix du générique par Elfman, ça je j'ai pas tellement... Enfin oui, si c'est vrai, à l'ouverture c'est vrai que le remix du générique était pas trop mal. Antoine, cet homme de goût, a-t-il aimé le film? Et non, Dark Chirac, Antoine est celui qui a le moins aimé le film. Parce que du coup on était quatre à cette avant-première, il y a mon copain qui a un peu aimé, qui a pas trouvé ça catastrophique, mais moins que moi. Alexandre qui était plutôt genre, plutôt oui, c'est sympa, mais sachant qu'Alexandre n'aime pas du tout Burton, donc là il était agréablement surpris dans le sens où pour lui ça allait, alors que de base il aime pas spécialement l'univers de Burton. Donc c'était un peu. Bon, il l'adore pas, il a pas adoré du coup, mais il disait bon, c'est correct. Antoine pour le coup est celui qui a le moins aimé. Pour des raisons que je comprends pas trop. Mais après, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer de superposer mes goûts à ceux d'Antoine et d'essayer de comprendre comment son cerveau fonctionne. J'adore Antoine, je pense qu'il le sait, mais on n'a vraiment pas les mêmes goûts. Et c'est pas grave. Mais ouais. Babe a pas aimé, non, Babe il a pas trop aimé. Il a pas détesté du tout, hein, mais bon. Antoine est une énigme, c'est vrai. Donc, pourquoi j'ai aimé? Non, d'abord, je voulais vous parler. Attends, que je reprenne un peu le plan que j'avais fait. Oui, non, d'abord, je vais vous parler de ce qui va pas. Parce que c'est peut-être le plus. Comment dire, le plus évident quand on regarde le film. Et ce en quoi beaucoup de personnes vont rester en but. Et du coup, ceux parmi vous, peut-être qui ont déjà vu le film et qui ne l'aiment pas, auront peut-être, enfin, seront restés vraiment en but par rapport à ces éléments-là, auront besoin qu'on en parle. Et notamment, donc c'est ce qu'on fait remarquer Antoine et mon copain par exemple, c'est que la narration du film, c'est à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens, il y a énormément de sous-intrigues, parce que vous avez l'intrigue principale du coup qui est, je rappelle, on est full spoilers ici, l'intrigue principale c'est grosso modo, enfin en admettant qu'il y ait une intrigue principale d'ailleurs, c'est Winona Ryder qui emmène sa fille, donc Jenna Ortega, à l'enterrement du grand-père, enfin du père de Winona Ryder, du coup, qu'on voyait dans le premier film. Donc on retrouve Catherine O'Hara qui joue la mère de Lydia, enfin la belle-mère de Lydia. Donc il y a cet enterrement qui doit se dérouler, et à l'enterrement, il y a le copain de Lydia, qui est aussi le producteur de l'émission télé de Ghost Stories qu'elle anime, qui la demande en mariage devant tout le monde. Elle est super gênée, le mariage doit se produire. En gros, personne n'a vraiment envie que ce mariage arrive. Et donc, notamment pas Beetlejuice, qui entend parler de ça depuis l'au-delà et qui va essayer de reconquérir sa belle, tout simplement. Lui, depuis le premier film, il estime qu'il aurait dû être marié à Lydia et il attend l'occasion de pouvoir finalement enfin l'épouser. Euh, Et donc il y a beaucoup de sous-intrigues, notamment concernant par exemple le personnage de Jenna Ortega, Astrid, et aussi Beetlejuice d'ailleurs. Donc c'est un peu des... Jenna Ortega, donc je rappelle, on est full spoilers, Jenna Ortega elle rencontre le jeune homme avec qui elle va, on pense potentiellement avoir une petite histoire d'amour mignonne, jolie. Et en fait, il se trouve que ce type est un fantôme, qu'elle ne le savait pas. Elle savait pas qu'elle avait le pouvoir, comme sa mère, de voir les fantômes. Et ce type a en fait assassiné ses parents quand il était ado, et il s'est suicidé, ou il est mort par accident, je me rappelle plus. Et en fait, alors qu'on pense qu'il invite Lydia à un date pour Halloween, etc., ce qu'il va essayer de faire, c'est d'échanger sa place avec elle en enfer. Euh, et la manière dont ce type est évacué, parce que tout ça, c'est une histoire qui prend du temps à être construite, hein. Le moment où où Astrid pardon le rencontre, où ils se plaisent un peu, ils discutent un peu, ils citent Dostoevsky, machin machin, genre waouh, toi aussi t'es trop un weird. Ça prend un petit peu de temps, on trouve ça mignon, enfin voilà. Il y a un premier date, enfin il parle un peu, il l'invite pour Halloween, Lydia accepte d'emmener Astrid chez lui pour Halloween, blablabla. Elle lui dit regarde mon costume, il dit regarde mon costume, gna gna. Et quand il l'amène enfin dans le monde des morts et qu'on comprend la supercherie, bah en fait ça fait un moment que on a l'impression que tout ça, ça va quelque part. Salut Belzébuth Thomas, je suis désolée, il y a plein de gens qui m'ont salué que j'ai un peu oublié de saluer parce que je suis prise dans ce que je dis, je suis désolée, hein. C'est pas mal Beetlejuice, c'est beaucoup de fun et une suite au premier, faut pas en attendre autre chose. Euh, Trop bonne idée, ça je me suis fait complètement twister, mais c'est dommage que ça se termine comme ça. Ouais, voilà, effectivement, donc cette histoire, on est investi dedans, parce que c'est plutôt
mis pas trop mal en place, hein, c'est sympa, c'est cliché, hein, ça débute comme une romance américaine qu'on voit dans tous les films, si ce n'est que évidemment il y a le second degré de on se doute que les parents du gars sont en fait des fantômes et que voilà, et qu'ils se font un date à la Halloween et qu'elle elle est déguisée en Marie Curie et qu'il la reconnaît pas, et honnêtement qui peut reconnaître ce costume. Euh, mais parce que la meuf s'est juste mis des cernes sous les yeux, quoi. Mais bref, au moment où ça se termine, ça se passe dans l'au-delà, on comprend qu'il veut donc échanger sa vie contre la sienne, et au moment où ça va être fait, en fait, Beetlejuice arrive pour juste virer le gars qui est derrière le guichet, qui donne en gros les tickets pour remonter sur Terre, et Beetlejuice arrive juste parce qu'il a promis à Lydia contre le mariage qu'il l'aiderait à retrouver sa fille. Il jarte le mec derrière le guichet, il prend sa place, et juste il ouvre une trappe, et du coup le gars qui voulait voler la vie de Lydia tombe en enfer, et on n'entend plus parler. Et c'est tout. Et ça arrive pas du tout à la fin du film, c'est pas du tout une conclusion, c'est pas... En fait, c'est vraiment genre, on avait cette intrigue B qui nous servait à faire en sorte que Lydia arrive jusque dans l'au-delà, Astrid, pardon, et donc Lydia arrive jusque dans l'au-delà, et après, ça sert plus à rien, donc trappe, hop, annulé, quoi, on n'en parle plus, et c'est fini comme ça. Et en fait, il y a beaucoup de sous-intrigues qui sont exploitées, qui sont écrites de cette manière dans le film, et c'était très frustrant parce que, en fait, on nous implique émotionnellement, enfin, à un certain degré, dans des histoires qui, en fait, ne se conclut pas ou se conclut très mal, pas du tout à la hauteur de tout ce qui nous a été, tout ce qui a été construit en avance, enfin en avant. Et donc c'est un côté très frustrant. Après, moi, je vais expliquer pourquoi ça m'a pas tant frustré que ça. Mais du coup, moi, voilà, ceux qui ont moins aimé que le film que moi autour de moi ont vraiment été dérangés par ça. Et je pense aussi évidemment au personnage de Monica Bellucci, qui alors elle en plus est vraiment là pour ponctuer le film. C'est-à-dire qu'on la voit vraiment à intervalles réguliers tout au long du film, où elle a des scènes très cool qui lui sont consacrées. Il y a notamment la première scène où, donc vous avez vu dans la promo, c'est une sorte de créature de Frankenstein, mais évidemment très féminine et sexy, puisque c'est Monica Bellucci et que c'est la zouze de Tim Burton. La scène de son apparition, c'est des caisses qui se renversent, et donc il y a tous les morceaux de son corps et sa tête qui roulent par terre. Elle se réveille et elle va commencer à se reconstruire et à s'agrafer toutes les parties de son corps entre elles. C'est évidemment une redite de la scène de L'étrange jeu de Monsieur Jack où Sally se recoue elle-même, c'est la même chose, sauf que là, c'est très cool au départ, hein. Franchement l'image est très belle, Monica Bellucci elle le fait très bien, genre... J'ai eu super peur, putain. C'est juste la gélatine de ma lampe qui est tombée. Euh, c'est pas grave. Ah oui, j'ai oublié de vous mettre le diaporama aussi. Pardon, je vous mets juste le diaporama, s'il veut bien se lancer. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Bah alors. Ah non, mais je me suis fait chier à faire un joli diaporama là. J'arrive, hein. Je vais juste régler ça. Pou- Ah. Bah oui, boucle. Ah non, je sais pourquoi. Merde. Merci à Verily pour le follow. Merde. Écoutez, je vais malheureusement pas avoir le temps de refaire le diaporama. Il faudrait que je le refasse en entier. J'ai compris le problème. Je vais pas vous faire ça maintenant. Bon, de toute manière, je pense que vous avez suffisamment vu les photos de promo. Vous les connaissez. Alors, ce que je disais pendant que je refais ma petite lumière. Oh Seigneur. Dire que tout ça se retrouve en replay sur YouTube après. Oh là là. Vraiment le documentaire de mon incompétence. Le personnage de Monica Bellucci. Donc cette scène qui reprend la scène de Sally dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Le problème,
Le problème, c'est que elle est à la fois très belle, elle est très poétique en soi, même si on comprend le principe, hein, mais là c'est un peu remixé, un peu plus rock, parce que déjà elle se recoue pas, elle s'agrafe, on a une musique qui déménage un peu plus, voilà, on a un éclairage un peu fluo, enfin un peu semblable à ce qui m'éclaire aujourd'hui. Euh, et donc voilà, il y a un côté plus rock, plus moderne, plus adulte que la scène de Sally qui est très très belle dans L'étranger de Monsieur Jack, hein, à laquelle j'ai absolument rien à reprocher. En revanche, au départ, je me suis dit, waouh, c'est trop bien, putain, quelle arrivée mortelle, vraiment, scène incroyable. Mais qu'est-ce que c'est long? Qu'est-ce que c'est long? 1500 follow, le guidon, tu dis? C'est bien possible. Bah écoutez, merci beaucoup, auquel cas. Merci beaucoup. Cette respiration en ASMR vous êtes offerte par Judith. En train de m'enfiler une boîte de gâteaux. I wish. I wish. Bref, donc, je disais, ouais, cette scène est beaucoup trop longue. Où en fait, on est vraiment dans la complaisance de oh, regardez ma femme comme elle est belle. Regardez, elle est en train de se recoudre, j'adore ça. Parce que, évidemment, que Tim Burton, il n'a jamais eu la pudeur. Enfin, je veux dire, pourquoi pas, presque tant mieux, j'ai envie de dire. Hein, mais il a jamais eu honte d'exposer ses fantasmes en 4K sur grand écran. Hein. C'est-à-dire que dans tous les films, vous allez avoir le personnage un petit peu fantasme. Merci Dark Chirac, Dark Chirac pour cet abonnement offert à Le Guidron. Merci beaucoup. Euh, il va y avoir un peu le personnage fantasme, souvent qui est joué par sa compagne, tout simplement. Donc sur la première partie de sa carrière, c'est Lisa Marie, qui a joué la mère de Ika Crane dans Sleepy Hollow, mais qui a joué notamment dans son personnage le plus fantasme basique, on va dire la martienne dans Mars Attacks, enfin la blonde, le costume de Martien en tout cas, la blonde avec la coiffure pas possible et la robe avec les spirales rouges qui brillent, où là en plus elle est muette, c'est vraiment bon, même s'il y a évidemment quelque chose de terrible derrière ça et que c'est qu'un costume, et comme souvent, voilà, c'est quand même un peu genre, j'ai tellement envie de voir ma femme dans ce costume, voilà. Et c'est un peu ça qui nous le livre comme ça sur grand écran sans médiation, quoi. Ensuite, il y a eu un peu pareil avec évidemment Helena Bonham Carter. Dans Big Fish, il y a un peu de ça avec elle. Mais bon, bref, enfin voilà, donc de toute manière, elle a été de toutes ses productions par la suite. Ensuite, il y a eu pareil avec Eva Green. Alors, semblerait-il qu'ils aient été ensemble. Il y a absolument rien de confirmé à ce niveau-là. Moi, j'avais entendu une rumeur, mais je sais pas si c'est vrai. Je sais pas du tout si c'est vrai, mais toujours est-il qu'en tout cas, elle a fait évidemment office de muse pendant un certain temps, au même titre que Helena Bonham Carter et Lisa Marie avant. Et donc, ça a été évidemment exactement pareil pour elle. Dark Shadow, c'est vraiment le fantasme de la Barbie blonde des enfers, voilà, comme il fait à chaque fois. Où elle sert pas à grand chose d'autre, et donc là voilà, maintenant que c'est Monica Bellucci, évidemment qu'il fallait qu'il lui invente cette espèce de rôle mi-monstrueux, mi-super sexy, comme il fait à chaque fois. Il a besoin de ça, il a besoin de mettre en scène ses femmes de cette manière. C'est vraiment un réalisateur qui fonctionne avec le vieux modèle de le poète, la muse, quoi. Euh, qui est un modèle qui peut souvent amener à des représentations ou à des fonctionnements assez misogynes, il faut le savoir. Mais bon, pas que, toujours est-il que voilà, Tim Burton a besoin de ça dans ses films. Et le problème, c'est que là, dans le personnage de Monica Bellucci, c'est ça, mais vraiment puissance 1000, et que en fait, il n'a pas réussi à donner autre chose à ce personnage. C'est-à-dire que en fait, elle sert, voilà, avec ce genre de scène très stylée au fur et à mesure du film, à faire beau. On a vraiment l'impression qu'au départ, le scénario était déjà écrit. Et que à un moment donné, il s'est mis avec Monica Bellucci et qu'il a dit attendez les gars, il faut mettre ma femme dans le film. Et que du coup, ils se sont dit bon, on va mettre 2 3 scènes au fur et à mesure, et à la fin, bon, voilà. Et donc il y a une autre scène très très stylée avec elle que j'aime beaucoup, c'est au moment où Beetlejuice raconte sa rencontre, parce que donc elle joue le rôle de la femme, de l'ex-femme de Beetlejuice, plus ou moins, une nana qu'il aurait épousée il y a longtemps et avec qui il se serait entretué le soir de leur nuit de noces. Donc cette scène en flashback est très drôle parce elle reprend une esthétique vieux film européen, enfin italien en l'occurrence. Donc elle est en noir et blanc avec une image un petit peu de mauvaise qualité, et surtout à ce moment-là, je pense que je trouve ça très drôle. La voix off, enfin c'est Beetlejuice qui raconte, mais sa voix off devient là une vieille voix en italien, enfin une voix italienne de vieux film, et au moment où le flashback repasse sur la réalité, il continue à parler à cette voix avec cette voix comme s'il pouvait pas s'en empêcher.
Allez comprendre pourquoi ça me fait énormément rire. Mais voilà. Et donc scène hyper drôle, hyper stylée. Et après, bah, à chaque fois qu'elle fait des apparitions, bah, au début, le moment quand elle tue Danny DeVito, ça nous fait plaisir de retrouver aussi, plein de choses. À chaque fois, ces scènes sont vraiment stylées. Et en fait, elle est à la poursuite de Beetlejuice tout du long. Parce qu'elle veut, elle veut le retrouver, on sait pas pourquoi, on sait juste qu'elle estime qu'à partir du moment où ils ont été mariés, même si c'est elle la première à l'avoir tué, parce que donc en gros elle l'a empoisonné, et lui, comprenant qu'il était empoisonné, avant de rendre l'âme, il a trouvé le moyen de la découper à la hache, bref, ils se sont entretués. Et même si elle est la première à avoir voulu le tuer, en état de fantôme, elle part du principe qu'ils sont toujours mariés et qu'il lui appartient à elle et qu'ils doivent s'épouser. Enfin, en tout cas, se réépouser ou rester mariés et que voilà. Ça n'a aucune cohérence avec ce qui nous est présenté vis-à-vis de son personnage parce que de ce qu'on nous a montré, en fait, elle l'avait vraiment épousé que pour une histoire de thune. Enfin, aucune histoire d'escroquerie, et elle avait aucun intérêt en fait à vouloir rester près de lui dans la mort, si ce n'est peut-être pour se venger, mais là en même temps c'est pas ce qu'elle a l'air de chercher. Et donc bref, c'est vraiment en mode, c'est l'accessoire pur. C'est un très bel accessoire, mais c'est purement accessoire. Et à la fin, pour s'en débarrasser, d'elle et du personnage de Justin Theroux, qui est lui celui qui veut épouser Winona Ryder alors qu'il ne la mérite pas, parce que lui aussi c'est complètement par intérêt, voilà. Et ben en fait les deux se font manger au pif par le fameux serpent des sables géant, qui intervenait déjà dans le premier film. Mais vraiment, c'est la gratuité totale, quoi. Et là, c'est vraiment histoire de dire, bah écoutez, ces personnages, on les a mis là parce que ça nous servait. L'un, ça nous servait pour l'intrigue, l'autre, ça faisait beau. Et maintenant, en fait, on sait pas comment s'en débarrasser. On a une autre histoire à conclure, la vraie histoire. Donc, on va juste s'en débarrasser comme ça. Et vraiment, le moment où les deux personnages se font bouffer en même temps, avant. Enfin, le personnage de Monica Bellucci, elle vient enfin de remettre la main sur Beetlejuice. Elle a même pas eu le temps de lui adresser encore la parole que bah que ça y est, en fait, elle est bouffée et qu'il se passe rien. Et qu'on ne saura jamais quel était son véritable objectif, ni ce qu'elle était capable de faire, ni. Voilà. Pourquoi. Bah, ça sert absolument à rien. C'est dommage, c'est. Voilà. Et ça, je comprends que ça pèse vraiment aux gens, que ça ait saoulé les spectateurs, qu'il y en a, ils se disent, en fait, un scénario torché de cette manière, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment. Tout est gratuit, rien n'est terminé, rien n'est construit, rien ne fonctionne en 3 temps bien avec une préparation, un développement et une conclusion. Bon, certains aspects du scénario aussi, bien sûr, mais qui est parasité par plein d'éléments comme ça, qui sont jetés en vrac, vraiment au pif, on va dire, encore une fois, pour faire joli. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est récurrent, en tout cas pour les personnages fantasmes comme ça chez Tim Burton. Et je comprends que ça ait dérangé les gens. La vérité, c'est que tout ça, moi, ça ne m'a pas dérangé. On y reviendra plus tard, parce que d'abord, je vais continuer un peu sur les défauts. L'autre aspect que je voulais aborder des défauts, c'est les effets visuels. Parce que vous avez globalement une belle image, même si il y a quand même deux trois fonds verts. Oh putain, ils font mal au cul. Hein. Il y a deux trois fonds verts, quand ils arrivent, on se dit qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Qu'est-ce que. Wow! Parce que autant il y en a quand Winona Ryder et Jenna Ortega sont dans le monde parallèle du ver des sables, enfin du serpent des sables. Là on comprend parce que c'était déjà du fond vert dégueulasse dans le premier film. On se dit bon, ils ont juste essayé de faire pareil, admettons. Mais avant ça, il y a le fond vert où Winona Ryder et Justin Theroux se retrouvent pour la première fois rapetissés dans la maquette parce qu'ils ont appelé Beetlejuice. À un moment donné, ils se tiennent juste tous les deux côte à côte dans la ruelle de la maquette face au panneau Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Et là, c'est un fond vert, mais c'est moche, c'est tellement moche. Genre vraiment, on voit le découpage autour des personnages. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez foutu? Pourquoi cette scène? Pourquoi une scène aussi bête vous l'avez faite sur fond vert? Et surtout, pourquoi un fond vert aussi mal fait? Quel est le. Bref. Bref, voilà. Donc il y a le cas fond vert, je vais pas rester 3 heures dessus parce que c'est mineur dans le film, c'est pas un gros problème, il y en a pas beaucoup, mais vraiment, il y a des moments où vous êtes un peu foutu de ma gueule quand même. Admettons. Là où ça me dérange plus en termes d'effets, en dépit du fait que globalement l'image soit tout à fait belle, c'est qu'en fait, il y a une reprise des effets du premier film, qui est évidemment voulu par une question de cohérence visuelle, et je peux comprendre, c'est-à-dire que, par exemple, donc le fameux serpent des sables, il va être fait dans un effet style stop motion. Et il va y avoir même toute une séquence faite en soi-disant stop motion, que je trouve extrêmement chouette, d'ailleurs, l'idée de la séquence, en fait, parce que c'est pour nous raconter la mort du père de Lydia, donc Charles Dietz,
qui est joué par Jeffrey Jones. En fait, Jeffrey Jones posait un problème, on ne pouvait pas le ramener dans le film, parce que il a été condamné il y a quelques années, en fait, pour avoir forcé un adolescent de 14 ans à prendre des photos, à poser pour des photos suggestives pour lui. Il a été condamné pour possession d'images pédopornographiques et ce genre de choses. Il est désormais en Californie inscrit sur le registre des criminels sexuels. Bref, donc compliqué. Jeffrey Jones, pourtant, qui jouait dans le premier Beetlejuice et qui était aussi dans Sleepy Hollow, évidemment, là, ça devenait compliqué de le ramener, surtout que on est quand même sur un film pas mal, enfin, en tout cas, qui pouvait poser pas mal de problèmes parce qu'il est produit par Brad Pitt. Je vais pas vous rappeler un peu toutes les accusations qui pèsent sur Brad Pitt en termes de violence conjugale, etc., mais compliqué. Merci Barbure pour le follow. La musique est donc évidemment faite par Danny Elfman. Danny Elfman, on est d'accord, comme beaucoup de gens, je trouve que c'est un compositeur absolument génial et il y a certaines de ses musiques, c'est tout simplement les choses les plus belles que j'ai jamais entendues. Ses musiques sont extrêmement importantes pour moi, mais il n'empêche qu'il a des accusations de harcèlement sexuel qui lui pèsent dessus depuis ces dernières années et qui sont... c'est pas la première fois en plus, ça a l'air d'être quelqu'un de vraiment spécialement pas bien. Donc en plus, vous rajoutez Jeffrey Jones par-dessus et à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'on va voir un caméo de Johnny Depp ? Est-ce que on va avoir une surprise Johnny Depp ? Dieu merci, c'est pas le cas. À ce niveau-là, c'est safe, il n'y a pas de Johnny Depp. Mais vraiment, il y avait plein de manières que le film avait d'être extrêmement problématique et gênant. Et donc, Brad Pitt et Danny Elfman, de toute manière, ça reste actif comme aspect problématique. Mais donc, Jeffrey Jones, c'était pas possible, c'était pas la peine de rajouter ça. Donc, Tim Burton a eu une super idée, en fait, pour contourner le problème. C'est-à-dire que le personnage revient. Le personnage revient. Alors en fait, on apprend au début du film que le personnage est mort. Charles Dietz est mort, donc c'est déjà là au départ on rigole un peu parce qu'on se dit oh bah d'accord, ils ont même pas pris le risque, etc. Il ne reviendra pas, on sait pourquoi, comme par hasard, ils ont, enfin solution de facilité, ils ont juste tué le personnage. Sauf que c'est plus marrant que ça, parce que donc vous allez voir un flashback pour raconter la scène de la mort de Charles Dietz. Et là, c'est pour ça que je voulais en venir là, c'est une scène en stop motion justement, qui raconte comment le personnage était dans un avion, l'avion s'est crashé, mais il s'est craché dans la mer, Charles n'est pas mort, il a failli se noyer mais il est pas encore mort, en fait il se rattrape à une planche et en fait là il se fait bouffer par un requin. Donc l'idée de la scène est extrêmement drôle, c'est Tim Burton qui en a eu l'idée, et donc toute la scène est réalisée soi-disant en stop motion, et c'est très sympa, parce que c'est justifié dans le sens où c'est un petit interlude marrant, c'est une manière de représenter le personnage sans faire revenir Jeffrey Jones, et ça fait évidemment écho à toute l'esthétique proche de la stop motion ou carrément stop motion avec laquelle Tim Burton s'est forgé une identité au début de sa carrière. Donc idée vraiment très très cool. Et par ailleurs, ensuite, le personnage reviendra, sauf qu'on ne le verra qu'étant dans le monde des morts, donc c'est-à-dire à moitié mangé par un requin, avec littéralement juste le bas de son corps et une forme de découpe de mâchoire en haut de son corps, avec juste un bout d'œsophage qui dépasse, qui crache du sang quand il parle. C'est extrêmement drôle. Donc voilà, magnifique exemple de comment faire revenir un personnage sans faire revenir l'acteur. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Mais donc cette séquence en stop motion, ajoutée à tous les moments où on voit le serpent des sables, lui aussi fait en soi-disant stop motion, ça m'a fait me dire, les gars, vous allez pas me faire croire que c'est de la vraie stop motion. Déjà, je pense pas, il y a quelque chose de trop parfait, on va dire, et surtout qu'en plus la séquence avec l'avion qui se crache, il y a toute une mer qui est représentée en stop motion. L'eau à faire en stop motion, c'est extrêmement compliqué, ça prend beaucoup de temps et aujourd'hui de l'argent évidemment de faire de la véritable stop motion, donc je pense pas du tout que la production se soit emmerdée à faire de la vraie stop mo, donc je pense que c'est entièrement numérique. Et c'est bien fait. Là où ça me dérange, c'est que pour moi, il y a quelque chose d'assez artificiel et d'hypocrite de voir ce Tim Burton dire « Regardez, je suis vraiment comme le Tim Burton d'avant, je fais encore des séquences en stop motion. » Sauf que c'est un film qui n'est évidemment pas fait dans la même économie que le premier Beetlejuice, pas dans le même esprit. Et en fait, moi, je trouve que parce que dans le premier Beetlejuice, les effets stop motion, ils sont hyper cool, mais ils ont déjà un effet un petit peu vieillot par rapport à ce qui commençait à se faire à l'époque. Il y a un peu un côté évidemment vintage, et comme Dark Chirac, tu fais remarquer, c'est évidemment déjà à l'époque un hommage à Phil Tippett. Pas à Phil Tippett, pardon, je pensais à Ray Harryhausen, mais Phil Tippett, ça fonctionne aussi, évidemment. Et en fait, pour moi, je trouve que ça a beaucoup de charme quand vous le faites sur une petite prod, parce que, en fait, c'est quelque chose qui naît d'une nécessité. Vous avez besoin de créer quelque chose, vous n'avez pas les moyens pour le faire, donc vous allez vous tourner vers des moyens moins
moins lisse, moins propre, mais vous allez en faire quelque chose qui est finalement plus créatif, plus inventif et en définitive plus beau. Je trouve que c'est pas pareil quand c'est une sorte de coquetterie. Ça me rappelle une citation d'un roman qui s'appelle Le bal du comte Norgel de Raymond Radiguet, qui est l'auteur du roman Le Diable au corps. Je ne me rappelle pas la citation exacte, mais je repense très souvent à cette phrase, donc sans l'avoir exactement en tête, parce que je trouve qu'elle sert énormément, où il dit à un moment donné, il dit quelque chose genre toute mode est charmante qui naît d'une nécessité, euh, et au contraire, genre, méprisables sont les modes qui naissent d'une coquetterie ou un truc comme ça. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout le même charme quand vous créez parce que en fait ça reflète votre inventivité par rapport à une contrainte, ou quand juste c'est en mode genre si on faisait ça par rapport à autre chose, peu importe, si on faisait ça, voilà, au pif. Et donc là, cette manière d'essayer de reprendre une esthétique de production plus fauchée, pour faire comme si, alors qu'on va la faire tout en numérique, pour moi, il y a quelque chose d'un peu dérangeant, d'un peu dommage, parce que voilà, aujourd'hui, en plus, c'est pas drôle le fait que les productions en stop motion aient de plus en plus de mal à se monter en véritable stop motion. Et maintenant, dire, bah en fait, juste on va en faire, mais sans en faire. Mais dans ces cas-là, fais de l'animation 3D plutôt que de faire croire que tu fais de la stop motion, alors que avec les moyens et le temps que tu y mets, tu fais autrement. J'aime pas trop ça. Moi, je le disais dans ma vidéo écran large, ça me rappelle un peu ces marques mais ces marques qui vendent des fringues extrêmement chères, mais qui copient un peu des vêtements entre guillemets de pauvres. Il y a notamment dans la vidéo écran large l'exemple qu'on a mis. C'est des chaussures Balenciaga qui étaient sorties à une époque et qui avaient fait un petit peu de bruit à ce niveau-là. Donc Balenciaga, évidemment, personne n'a les moyens de s'acheter du Balenciaga. Et ils avaient sorti une ligne de chaussures, mais qui était très destroy, très défoncée, genre très sale, enfin faussement sale, bien sûr, avec écrit genre Balenciaga au marqueur sur la semelle. Et en fait, c'est pas du tout le seul exemple, hein. Il y a Nike qui a fait des chaussures comme ça, il y a je sais pas quelle autre grande marque enfin, en tout cas, le look un peu destroy, en mode regardez, on est tellement pauvre, ouah, c'est tellement chic de s'habiller avec des haillons, mais on les vend des millions. C'est un truc qui existe, et c'est quelque chose qui est vraiment assez dégoûtant, cette manière de dire ouah, on a tellement de fric, on sait plus comment le dépenser, à part faire genre comme si on était pauvre, pour parce que c'est trop cool de faire genre d'appartenir à la classe qui est pauvre à cause des riches, et en même temps, du coup, on veut être habillé comme eux, mais par contre, voilà, parce que c'est ouah, tellement un poids d'être riche, et on veut faire comme si on était des vraies personnes. Et enfin, en tout cas, moquer par choix ce que les gens, ce que beaucoup de personnes en tout cas n'ont pas le choix de porter parce qu'ils justement ils peuvent pas avoir des fringues réellement de qualité, et qui coûtent réellement cher, ça a quelque chose d'extrêmement cynique, voilà. Et donc c'est un exemple un peu éloigné, je suis d'accord, mais cette manière de reprendre les effets du premier Beetlejuice sans les faire réellement dans le même esprit, ni avec les mêmes mécaniques, etc., je trouve que ça a un petit peu un côté genre on fait comme si on était une petite prod, on fait comme si on était comme avant, waouh, 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 le cinéma d'avant, trop bien, trop vintage, trop charmant, alors qu'en fait, pas du tout, et que les effets numériques tuent évidemment à petit feu les productions en stop motion. Donc, je comprends pour la cohérence visuelle, je comprends pour l'économie du film, je comprends que ça a été fait comme ça. Toujours est-il que le résultat m'agace un peu. Ça m'énerve un peu, cette manière de faire de la fausse stop motion, surtout que, du coup, pour Tim Burton, c'est spécialement signifiant pour lui d'avoir fait ça, parce que à une époque, si vous regardez par exemple le making of de Sleepy Hollow, qui est parfaitement passionnant, donc qui est présent sur le DVD du film, vous avez Tim Burton qui explique que l'entièreté du film a dû se tourner en studio, et qu'en fait il aime beaucoup ça parce qu'il y a plein de choses qu'il peut aller faire à la main, il peut aller peindre lui-même un petit peu sur les décors, et il peut jouer avec les perspectives qui sont des fausses perspectives. Il explique lui-même que, en fait, vous avez des perspectives de décor avec le moulin au loin, les champs, les meules, machin. Vous dites, ouais, ça ressemble, on a l'impression que ce champ existe vraiment, et pour cause, il existe plus ou moins dans le studio, mais dans la perspective, dans la profondeur, vous dites, il y a un truc qui fonctionne pas, il y a un truc qui est pas tout à fait réaliste. Et c'est ça en fait qui vous fait basculer dans le fantastique, et c'est ça en fait qui participe de la médiation du cinéma pour réussir à vous communiquer un univers qui va vous sembler plus réel que le réel. Bon, je vais pas partir trop loin non plus, mais voilà, qui va créer une médiation en fait bah, tout simplement qui symbolise pour moi un petit peu le pouvoir de l'art, cette manière de montrer quelque chose qui existe mais d'une manière différente qu'elle existe réellement dans la vraie vie, et ainsi mieux vous la révéler. Bref, c'est pour ça que moi je suis extrêmement fan de ce genre, enfin des effets pratiques et de ce genre de principe, et c'est pour ça que j'adore Sleepy Hollow et que j'aime aussi tant la stop motion, parce que c'est cette manière en fait de faire croire à des choses qui sont en dur, qui existent vraiment et qui en même temps sont pas la réalité. Donc à la fois c'est matériellement la réalité, et en même temps c'est pas une représentation réelle. C'est pour ça que moi ça me donne un vertige que j'adore, qui est vraiment presque ce qui est le plus pertinent d'un point de vue artistique
artistique, je trouve. Bref, et donc je trouve ça fascinant. Et donc Tim Burton faisait ça à une époque, il expliquait que ça lui tenait à cœur, etc. C'était très cohérent avec toute sa démarche. Et ensuite, il s'est mis à basculer dans le numérique, et donc il a, quelques années après Sleepy Hollow, il a pondu Alice au Pays des Merveilles, qui est entièrement fond vert, et qui a un rendu numérique absolument atroce, dégueulasse, immonde. Et en fait, pour moi, et il a continué un petit peu dans cette veine-là, et pour moi, vraiment, ce virage du pratique au numérique, c'est vraiment... Enfin, ça fait partie en fait de la chute de Tim Burton en tant que réalisateur, vraiment. Pour moi, c'est vraiment le tournant de sa carrière et je pense qu'il l'a lui-même intérieurement très mal vécu. Et que c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a choisi de faire une version longue de Frankenweenie en stop motion aussi. Bon, là, je sais pas à quel point, hein, je pense que la stop motion était pas mal aidée par le numérique aussi, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi de la vraie stop motion dans Frankenweenie, bien sûr. Mais. Vraiment une manière de vouloir revenir à ce genre d'esthétique en disant mais enfin on sent qu'il se rappelle que en fait son art, l'authenticité de son art, elle tenait aussi à ce genre de technique qu'il a abandonné. Et du coup aujourd'hui le fait qu'il fasse de la fausse stop motion, je trouve que ça a beaucoup de signification dans le sens où c'est un peu hypocrite de dire regardez je redeviens le Tim Burton d'avant alors qu'en fait non tu le fais avec des outils numériques, ce qui est contraire à ta démarche artistique de départ. Voilà. Bon, encore une fois, c'est difficile de vraiment lui en tenir rigueur sur cette prod. Il y avait besoin de cohérence visuelle. C'était normal de pas que la prod ne veuille pas forcément investir les moyens et le temps nécessaires pour faire de la véritable stop motion. Mais en termes de signification, moi je trouve ça dommage. C'est pas comme s'il dépensait des millions pour faire ce genre de film. Je pense pas que le cachet aurait explosé avec de la vraie stop motion. Cachet peut-être pas, mais en revanche le planning potentiellement. Kitsunyo. Est-ce qu'on est sûr que c'est de la fausse Topmo ou un doute légitime ou c'est un doute légitime que tu as? C'est un doute, Jérémy. En revanche, comme je le disais, du coup, la scène qui se passe dans la mer avec le crash d'avion, vraiment, cette espèce de faux océan fait vraiment en matière transparente, je pense vraiment pas que ça puisse être de la vraie stop motion, pas faite avec des délais de tournage normaux. C'est un doute, c'est une supposition. Effectivement, il est trop tôt. Pour l'instant, on n'a pas les coulisses du film, on n'a pas de commentaires à ce niveau-là, donc on peut pas exactement savoir. C'est vrai que c'est qu'une supposition de ma part, et peut-être que les coulisses me donneront tort, et tant mieux. Un de ces quatre. Ce serait vraiment tant mieux, et auquel cas je reverrai mon jugement sur cet aspect-là du film, mais j'avoue que j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. D'un point de vue rationnel, j'y crois pas, ne serait-ce qu'en termes de rendu. Ce que je disais, moi je trouve qu'il y a un côté trop régulier, que ça ressemble pas vraiment à de la vraie stop motion. Mais peut-être que je me trompe, et auquel cas tant mieux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout ça, ça participe d'un discours qui a été notamment énoncé dans certains médias par Michael Keaton, qui a insisté sur le fait que le film était vraiment fait main, qui avait un côté fait, voilà, effet pratique, pas beaucoup de numérique, pas beaucoup de CGI, mais comme énormément de films font leur com autour de ça ces dernières années, hein, comme voilà, tout ce qui est Tom Cruise qui dit pas de CGI, je fais toutes mes cascades en vrai, il y a eu un peu une sorte de tollé autour de ça, autour de la sortie de Top Gun, parce que ça a été vendu comme étant un film vraiment sans CGI, alors qu'évidemment il y a énormément de CGI dans le film, donc ça pose le problème de l'invisibilisation du travail des gens qui font des très bons CGI, puisque évidemment le principe des CGI, l'intérêt c'est que ça ne se voit pas, et donc là, quand ils arrivent à faire du très bon travail, et ben on dit que non, en fait c'est fait sans CGI, ça fait du mal à l'industrie, et c'est extrêmement mensonger pour le public. Bref, c'est vraiment la mode de ces derniers temps, de faire la pub du no CGI, et de pas réussir à admettre, à avouer qu'on s'en sert, alors que c'est un art cinématographique, enfin en tout cas un outil cinématographique comme un autre. Bref, absolument, Dark Chirac, Mad God, c'est une véritable pépite. Effectivement, stop motion suprématie, on est d'accord. Oui, c'est vrai, Alfred César, c'est vrai qu'il y a des productions stop motion aujourd'hui qui sont très très aidées par le numérique. C'est pour ça que je mettais un bémol sur Frankenweenie, où je pense qu'il a quand même été aidé par le numérique, mais c'est vrai que le dernier Selick et le Anderson aussi, enfin bref, les productions en stop motion actuelles sont beaucoup aidées par le numérique. C'était le cas aussi du Pinocchio de Del Toro, même si évidemment il y a du véritable travail en dur qui est fait, et un gros travail, j'en doute pas. Il y a quand même beaucoup d'éléments numériques et d'animation numérique, et donc voilà, il faut l'avoir en tête, et c'est pour ça que je pense pas que sur un film où le stop motion ne représente qu'une séquence et quelques apparitions du serpent, je ne pense vraiment pas qu'ils aient fait de la vraie stop motion pour ça, seulement. Bref, encore une fois, c'est une supposition. Et n'hésite pas à mentir éhontément sur les CGI, ouais, absolument. Je comprends même pas, vu comme c'est simple à vérifier. Ouais, mais il compte juste sur les faits très...
comment dire, auprès du grand public qui va pas se pencher plus que ça sur cette question, tu vois, vraiment le côté effet d'annonce, mais comme il l'avait fait pour Barbie, hein, pour Barbie, on avait vu qu'ils voulaient tellement vendre le côté no CGI qu'ils avaient retouché des photos de plateau, mais vraiment genre des images de making-of sur lesquelles ils enlèvent les fonds verts, sur lesquels ils vont remplacer les fonds verts par les décors qu'ils utilisent dans le film, mais qui sont du coup, même sur les photos et les vidéos de making-of, du CGI. Enfin, c'est n'importe quoi. J'ai oublié la référence, mais il y a une excellente vidéo YouTube que mon copain m'a montré qui parle de tout ça. Donc c'est en train d'être débunké de plus en plus, mais de là à ce que ça dépasse la sphère un peu cinéphile, bon, il y a largement de quoi faire son beurre dessus, quoi. Non mais oui Alfred, je dis pas, bien sûr qu'il y a des effets pratiques dans le film, et même, donc aussi, autre aspect pratique dans le Beetlejuice qui est intéressante, c'est l'utilisation des maquettes, parce que Tim Burton aussi, que ce soit dans le premier Beetlejuice, que ce soit dans Edouard Main d'Argent, Sleepy Hollow, et d'autres, il utilise beaucoup de maquettes au départ, et je trouve ça vraiment absolument charmant et très joli, et même d'ailleurs dans le premier Beetlejuice, la maquette est vraiment elle-même mise en scène comme étant une maquette, où au départ on nous fait vaguement croire que c'est la vraie maison, puis ensuite il y a l'araignée qui monte sur le toit et tout. Là, il y a des moments où je me disais ça a l'air d'être une vraie maquette, et d'autres moments où je me dis le raccord est vraiment fait en numérique. Mais je sais pas exactement, encore une fois, il faudrait avoir accès au making-of. On verra quand on aura plus d'infos là-dessus. Voilà, c'est très cool s'ils vont utiliser une vraie maquette, et je pense que par moments c'est le cas, mais aussi pas que, quoi. Ce qui enlève peut-être parfois, peut-être un petit peu de charme, un petit peu d'authenticité au film, mais c'est pas bien grave. Bref, ça c'était en gros tout ce qui m'a tous les points négatifs du film, autant les aspects visuels, enfin les effets visuels dont j'ai parlé, c'est un point qui me dérange moi personnellement davantage, autant ce que je vous disais avant sur la structure et les personnages, c'est surtout des défauts dont j'ai conscience, et je comprends pourquoi comment dire, ça a rebuté les gens qui n'ont pas aimé le film, mais maintenant, en passant sur les points positifs, je vais vous expliquer pourquoi moi ça m'a pas tant dérangé que ça. En parlant de stop motion, vous sondiez des idées de sujets de podcast sur le Twitter de Elle, un podcast sur Mad God et ses décennies de création, ce serait le feu. Ben Dark Chirac, on a fait un podcast sur la stop motion, dans lequel on parle pas mal de Mad God. Enfin, on a fait un épisode en tout cas. On parle de... On l'a fait en 2 parties, je crois. Ouais, 2 parties. Je l'ai fait avec Déborah et Mathieu. Première partie où on parle de Ray Harryhausen, non, notre première partie, je suis pas sûre qu'on parle de Phil Tippett. Mais bref, on parle du premier King Kong, ce genre de choses. Et ensuite, dans la deuxième partie, ouais, on parle de Henry Selick et Laika et compagnie. Donc certes, on fait pas tout l'épisode sur Mad God, parce que je pense qu'il y a 3 personnes qui l'écouteraient, mais on en parle quand même pas mal dans le podcast, dans cet épisode. Voilà, donc en termes de points positifs maintenant, en fait, la raison pour laquelle ce foutoir un peu en termes de narration et de personnages, etc., même si je vois bien en surface en quoi c'est dérangeant, moi quand j'ai regardé le film, je me suis dit, oh, vraiment abusé la manière dont ils évacuent tel ou tel personnage, ou dont ils concluent sans conclure tel ou tel arc, mais aussi, je m'en fichais un peu, parce que déjà je me marrais de ouf. Vraiment, j'ai trouvé le film très drôle, sachant que l'humour n'excuse pas tout, mais ça faisait longtemps que Tim Burton n'avait pas réussi à me faire rire, parce que un film comme Dark Shadows, par exemple, je le trouve pas drôle du tout, je le trouve extrêmement gênant. Et pour moi, c'est vraiment le Tim Burton qui fait de l'humour à la télé-réalité américaine, qui n'a aucune espèce de saveur, aucune espèce de... Voilà, qui se repose sur 2-3 blagues de cul extrêmement faciles, et qui ne fonctionne absolument pas. Sauf que Tim Burton, il est capable de vraiment faire de l'humour et de faire du vrai grotesque comme il en faisait à l'époque de Pee-wee. Alors c'est vrai que beaucoup de gens me disent mais qu'est-ce que tu racontes, Pee-wee c'est de la merde. Écoutez, je l'avoue, j'adore Pee-wee, ça me fait mourir de rire en plus son premier film. J'ai mis beaucoup trop de temps à le voir parce que je pensais justement que ce serait de la merde, parce que j'entendais tout le monde dire que c'était de la merde. Résultat, je l'ai vu, j'ai trouvé ça génial et j'ai trouvé ça vraiment super drôle. Et j'adore quand Tim Burton bascule dans ce genre d'humour. C'est un humour qu'on retrouve évidemment dans le premier Beetlejuice et aussi dans Mars Attacks et dans une moindre mesure dans Edouard de Main d'Argent, etc. Un humour qui est très américain, mais très décalé, très voilà, et très too much, on va dire quelque part. Et beaucoup moins centré uniquement sur bon les blagues de cul, on va essayer de trouver ce qui va faire rire le plus grand monde, le plus grand nombre, voilà. Et là, on retombe un peu dans un genre d'humour qui est vraiment, en fait, c'est toujours là où il est réussi, je pense, c'est qu'il tombe vraiment là où on l'attend pas. C'est-à-dire que, bon, comme on est full spoiler, je vais donner des exemples précis. Il y a tout le passage où Astrid, le personnage de Jenna Ortega, retrouve son père dans l'au-delà. Tout le passage un peu émotion, parce que voilà, elle arrive pas à faire le deuil de son père qui est disparu quelques années plus tôt. Il a disparu lors d'une expédition en Amazonie et personne n'a jamais retrouvé. Et
Et en fait, elle retrouve son père, et donc là, on comprend comment il est mort, du coup, parce qu'elle le retrouve, il est tout bleu, et surtout, il a plein de piranhas accrochés sur lui, qui sont en train de le bouffer, et les piranhas qui sont, bah, du coup, zombies aussi, mais du coup, qui sont tout frétillants de partout. Je trouve ça hyper drôle, parce que du coup, vous avez toute cette séquence émotion qui est vraiment mignonne, où elle retrouve son papa, elle va pouvoir lui dire qu'elle l'aime, voilà, font leur adieu, enfin, voilà, et elle va pouvoir faire son deuil, mais le mec, il a des piranhas frétillants partout sur le corps tout du long. Je trouve ça super drôle. Je trouve que c'est vraiment se dire comment est-ce qu'on va réussir à faire rire avec une séquence qui par ailleurs est émouvante, etc. et quand même importante dans le film. Hein. D'ailleurs, ça sert pas du tout à désamorcer l'émotion de la chose, absolument pas. Mais c'est juste genre, est-ce que le gars, on lui foudrait pas des piranhas au risque de complètement foutre en l'air l'émotion de notre scène? Let's go. Et en fait, ça marche parce qu'on est vraiment dans la spontanéité et dans l'authenticité de la démarche de se dire, bah en fait, on fout ce qu'on a envie, tant pis si ça n'a pas de cohérence, et en fait, il y a plein de moments où bah, juste la magie prend et où ça fonctionne. Je pense aussi. Quel moment m'a beaucoup fait rire. En vrai, il y en a plein, mais comme j'ai vu le film qu'une fois encore et que c'était il y a un certain nombre de jours, je me rappelle pas tout. Quel moment m'a fait beaucoup rire? Mais aussi, bah, tout simplement, le fait que le personnage de Jeffrey Jones il soit fait bouffer par un requin et que ce soit vraiment une moitié de corps qui se déplace avec son petit œsophage qui crache du sang. Et qu'en plus, à la fin, du coup, il y a la mère de Lydia qui meurt aussi parce que donc elle s'est fait, donc, qui est jouée par Catherine O'Hara, parce qu'elle s'est fait morte par des serpents. Et que elle retrouve, elle retrouve Charles dans l'au-delà. Et en fait, c'est trop drôle parce que lui, il est à moitié bouffé, il a plus de tête. Et en fait, elle le reconnaît, elle le voit genre sans tête et tout, avec son œsophage sanglant qui dépasse. Elle dit oh, Charles. Alors ça, en soi, je trouve ça super drôle. Et en plus, ce qui est d'autant plus drôle, c'est que le film s'arrête pas sur la vanne, quoi. Il y a pas un temps qui vous a laissé pour rire, c'est juste en mode, c'est naturel pour le personnage et on s'arrête pas dessus, et c'est ça qui est d'autant plus drôle. Et elle le retrouve et elle va pour le serrer dans ses bras, et plutôt que de dire, oh mon dieu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Genre, elle regarde son œsophage et son espèce de morsure géante sans problème. Elle dit, mais regarde ce qui m'est arrivé! Et elle a ses deux petites piqûres de serpent dans le cou, genre en mode, regarde, c'est horrible, alors que le mec, il est à moitié mangé. Bah désolé, mais en fait, je trouve ça vraiment super drôle, quoi. Oui, absolument, c'est absurde, Chino, c'est même surréaliste, en fait, comme humour, je dirais. Oui, absolument, ça correspond vachement bien au personnage. Donc voilà, je trouve que l'humour fonctionne vachement bien, tout au long du film en plus, et du coup c'est l'une des raisons qui fait qu'il y a beaucoup de pilules de défauts d'écriture qui fonctionnent, enfin qui passent, on va dire. Les pilules passent, voilà, c'est pas, on remarque que ce sont des défauts, on remarque que ce sont des choses qui vont pas, mais on pardonne aussi, enfin moi en tout cas, j'ai pardonné de manière immédiate au film, ça m'a, voilà, je me suis dit, en vrai je m'en fous, je continue à me marrer. Euh, l'une des autres raisons pour lesquelles ça passe, c'est tout simplement parce que là aussi c'est très très bien expliqué dans la vidéo de Monsieur Bobine, que je vous ai déjà conseillé plutôt dans le live. Tim Burton, ça n'a jamais été un champion en termes de structure, de narration, de scénario, voilà. À part quand il est très bien épaulé pour réussir à faire de belles structures, ce qui était le cas par ailleurs, par exemple sur Édouard de Main d'Argent, avec du coup c'était une idée originale de lui pour une fois, mais c'est Caroline Thompson, la romancière, qui avait écrit le scénario. Là, on avait quelque chose de plus carré, même si dans Edouard Main d'Argent, vous avez beaucoup de problèmes de cohérence, enfin des choses où vous dites, même au-delà du fait que ce soit fantastique, il y a des choses où vous dites, c'est comment est-ce qu'on arrive à justifier tel aspect de l'histoire, ça ne fonctionne pas, comme la fameuse scène, la fameuse Ice Dance, l'une des plus belles scènes du film où Winona Ryder vient danser sous la neige pendant qu'il taille son ange en glace. On se dit, mais en fait, qui est venu livrer un bloc de glace géant dans leur jardin pour, alors qu'en plus ils sont en pleine Floride ou Californie et que ça fondrait en 2 secondes, à quel moment est-ce que, comment c'est possible? Par exemple, il y a aussi à la fin, du coup, quand lui il taille des statues de glace dans son château, c'est pareil, qui lui livre la glace? Par ailleurs, comment, parce que dans le film aussi, désolé, c'est une question qui me taraude depuis que je suis gamine. Dans le film, il se nourrit, il boit et il se nourrit. À quel moment est-ce que, avec ses ciseaux et son costume, à quel moment est-ce que ça s'évacue tout ça? Bref, il y a des choses, mais bon, ça, ce ne sont que des questions de cohérence, c'est pas des questions de structure. Mais Tim Burton, quand vous le laissez en roue libre, ou même parfois avec des scénaristes, la structure, ça va pas non plus. Et donc, notamment dans le premier Beetlejuice, il y a aussi trop de personnages secondaires, des histoires qui sont mal bouclées. À la fin, le final, il y a aussi vraiment des longueurs, hein, parce que donc, comme je disais, c'est quand même un film pétri de défauts en dépit de toutes ses grandes qualités et le fait qu'on l'adore. Il y a vraiment des longueurs. À la fin, le moment où les Maitland, qu'on a oublié sur toute une partie du film, alors que c'est les héros du début, le moment où
où ils essaient de les ramener à la vie et qui sont tout vieux et que Beetlejuice est en train de suspendre le maléfice et que ils sont peut-être en train de mourir pour de bon. C'est long, c'est n'importe quoi. Il y a plein de choses qui se passent en même temps avec les Ditz, l'ami de la famille, aussi les personnages dans l'au-delà. Il y a trop de choses. Il y a évidemment, enfin tout ne peut pas être satisfaisant. Et même la fin avec Lydia qui est juste adoptée par les fantômes et qui danse dans les escaliers avec une équipe de football américaine. C'est une conclusion, bon, c'est juste marrant, mais c'est pas une fin extrêmement satisfaisante au film, je trouve, et en fait, y a pas grand-chose de satisfaisant dans la manière dont le premier Beetlejuice est raconté. Ed Wood aussi, absolument, Jérémy, et pourtant j'adore Ed Wood. Bah non, Alfred, oui, bien sûr qu'on va pas rationaliser une fable comme Édouard de Main d'Argent, c'est ce que je disais. Ça n'est pas un problème parce que le but c'est de le raconter exactement comme un conte de fées, comme une fable, c'est ce que disait Caroline Thompson dans les bonus du film. Donc c'est absolument pas un problème dans le film. Je dis juste que Tim Burton n'est justement pas doué pour raconter des choses rationnelles. Enfin, en tout cas, dans une structure rationnelle et aussi dans une rationalité des événements. Oui, cette scène finale est culte, mais voilà, Spooky, tu vois, c'est pas construit, c'est pas carré, mais la magie opère et c'est ce qui compte, absolument. Et donc en fait, moi, je trouve que c'est un petit peu ce qu'on observe dans ce film-là aussi. Et ça fait longtemps que Tim Burton n'était pas revenu à cette espèce de grand n'importe quoi, et je me dis que finalement, c'est peut-être nécessaire à sa libération, à sa liberté artistique et le fait que, bah, par moment, il va juste naître des idées et des moments qui vont être géniaux et magiques et que ça va prendre. Et là, je me dis, enfin, surtout à ce stade de sa carrière où il s'était vraiment perdu, je pense qu'il avait peut-être besoin en fait de ce côté hyper foutraque et de pas se poser de questions sur la manière dont le film est construit et écrit pour réussir à réatteindre un peu d'authenticité et de spontanéité. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, et c'est pour ça que ça m'a pas plus dérangé. Alors après, c'est aussi parce que peut-être c'est la suite de Beetlejuice, et que comme le premier film est comme ça, on se dit, bah oui, c'est la Beetlejuice vibe, on accepte. Euh, et que moi, ça me va dans ce sens-là. Après, si c'était un autre film, peut-être que ça fonctionnerait moins bien, que j'accepterais moins bien. À noter aussi, quand même, niveau défaut, c'est que même si voilà, je trouve le film hyper chouette, c'est un film qui fonctionne parce qu'il est la suite de Beetlejuice dans le sens où il fonctionne pas seul. Si vous n'avez pas vu le premier Beetlejuice, c'est pas une œuvre que vous arriverez à suivre. Enfin, je veux dire, c'est pas hyper compliqué comme histoire, on est d'accord, mais vous aurez pas assez le temps de vous attacher à certains personnages, de comprendre la backstory, de comprendre les enjeux. C'est pas une œuvre qui fonctionne à part entière, je trouve. Et c'est un peu dommage. Voilà, ça fonctionne vraiment en tant que suite. Je pense que c'est vraiment une bonne suite. Après, un bon film à part entière, c'est une autre question, malheureusement. Alors qu'une très bonne suite, dans l'idéal, elle n'a pas forcément même besoin du premier film pour être un bon film. Peut-être que ça m'aurait moins dérangé si c'était plus n'importe quoi comme le premier film. Le début est trop classique dans sa narration, il met beaucoup de temps à développer ses enjeux et ses intrigues. C'est vrai que, par exemple, ça a été l'avis d'Alexandre. Alors c'est marrant parce que pour le coup, Antoine a aimé la première partie et pas la deuxième, et Alexandre c'était l'inverse. Il a pas aimé non plus la mise en place. Moi, j'avoue que ça m'a pas dérangé. Peut-être parce que j'ai juste aimé prendre le temps de retrouver les personnages et de revisiter un peu l'endroit. Ouais, je sais pas. Moi, je me suis vraiment pas emmerdée. Je peux comprendre, hein, mais tout de suite, le fait de retrouver le personnage de Delia, qui est devenue une artiste complètement euh, rock and roll punk moderne, et de retrouver Lydia et le thème du deuil qui s'installe un peu, je sais pas. Moi, je me suis vraiment pas emmerdée. Puis en plus, il y a la séquence en stop motion qui vient tout de suite rajouter un peu de folie. Moi, ouais, ça a fonctionné, mais je comprends. C'est vrai je comprends qu'on trouve la mise en place très longue, et c'est vrai que ça a été le retour de pas mal de gens. Non, mais ce que je dis, Chino, c'est que c'est pas compliqué à comprendre. C'est que vous n'avez pas le même attachement au personnage. Enfin, je veux dire, il y a pas, tout n'est pas donné pour que vous ayez les bonnes, pour que vous compreniez dans quel type d'univers on se déplace, quel est vraiment le passé des personnages, les enjeux, etc. Je trouve qu'il y a trop de choses qui sont construites vraiment en fonction de ce qui s'est passé dans le premier pour que ça pour que ça fonctionne sans le premier. Pour que ça fonctionne, je veux dire, pas qu'on le comprenne sans le premier, mais que pour que ça fonctionne à son maximum sans le premier. Voilà. Mais peut-être que je me trompe, hein. Faudrait le faire voir à quelqu'un qui n'a pas encore vu le premier Beetlejuice et voir ce qu'il en pense. Ah ouais, Josunobu, oui, non, ce que je disais effectivement sur les problèmes d'écriture, le personnage de Monica Bellucci, il sert absolument à rien. Si ce n'est que, bah, comme plein d'autres choses qui servent à rien dans le film, il sert à faire beau et à faire rire. Voilà.
et c'est le cas de énormément de choses chez Tim Burton en définitive, et tous ces moments, tous ces accessoires, ils sont mal gérés, ils sont mal insérés, ils sont voilà, et le film s'en cache même pas, hein. La manière dont il est évacué, encore une fois, c'est vraiment genre ils ont même pas essayé de faire semblant que ça servait à quelque chose ou qu'il y avait une raison de l'amener, si ce n'est que Tim Burton a envie de filmer son fantasme de femme Frankenstein, enfin de femme créature de Frankenstein sur grand écran, et il voulait que ce soit sa nana, et voilà, mais en même temps c'est fait avec un tel enthousiasme que ça fonctionne de ouf. D'ailleurs moi j'ai prévenu dans ma vidéo écran large, je vais complètement prendre cette idée de costume pour Halloween cette année, évidemment, parce que clairement c'est un personnage qui du coup aura au moins une utilité, c'est de donner une idée de costume, de costume féminin pour cette année, pour Halloween. Et je vais évidemment sauter dans le panneau. Mais c'est exactement ça, c'est exactement, vous avez vu ma meuf, elle est belle, hein, mais c'est toutes les scènes de Monica Bellucci dans le film, c'est complètement ça. Et en même temps, c'est... Bah, ils ont réussi à nous communiquer le truc, quoi, elle est vraiment... Ça fonctionne. Il y a encore ce côté, comme j'en parlais, le côté un peu saoulant de, voilà, le poète qui veut mettre en scène sa muse, qui est avant tout une belle femme, gna gna gna, voilà. Bon, c'est un peu ringard, c'est un peu concon, et en même temps, bah, là, ces scènes, elles sont tellement cool que, bah, c'est chouette, ça marche un peu, quoi. Le conflit générationnel entre les trois personnages féminins est hyper intéressant aussi, dommage que ce soit pas assez creusé. C'est vrai que on se repose peut-être sur des dynamiques un peu classiques de genre l'ado qui est saoulé par sa mère, qui est un peu névrosé, qui en même temps a une belle-mère qui était mille fois pire. Euh, En fait, c'est comme la question du deuil avec le père de Astrid. Le peu qu'on en voit, c'est cool, mais c'est quand même. On sent que le film veut pas s'apesantir non plus sur des aspects trop sérieux. Mais comme le premier film, encore une fois. C'est vraiment à ce niveau-là, on peut pas dire, hein, il respecte 100%, je trouve, le cahier des charges du premier Beetlejuice. C'est fait dans le même esprit, avec les mêmes dynamiques. Voilà. Je comprends qu'on trouve que ce soit pas assez, en même temps. En même temps, ouais, c'est un défaut de Beetlejuice, aussi bien du premier que du deuxième. Il faut pas s'attendre à plus à ce niveau-là. Donc, ouais, je comprends. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça dans ce cadre-là, du coup. Mais ce qui fait aussi que c'est pas un excellent film. Et comme je le disais, le premier Beetlejuice, moi, c'est loin d'être mon Beetlejuice préféré. C'est loin d'être mon Tim Burton préféré. Pour aussi ces raisons-là, hein. C'est juste que ça fait partie du charme de la chose. Et que du coup, là, c'est un peu pareil. Mais c'est pour ça aussi que je disais que il s'agit pas de dire que Beetlejuice, c'est un excellent film, que c'est un chef-d'œuvre ou quoi. C'est pas la question. C'est. C'est juste le retour de Burton. C'est un, c'est un, pas un très bon Burton, c'est un chouette Burton, et c'est un Burton tout court. Et ça fait depuis pour moi Big Fish que c'était pas arrivé. Un film qui soit signé Burton, dont on reconnaisse la signature Burton, vraiment, et non pas dans une sorte de vernis esthétique à la Frankenweenie de en fait il suffit d'avoir des personnages avec des gros yeux et des petites pupilles et des branches à spirale dans les arbres. Mais un Burton vraiment dans le ton, dans la tonalité, dans justement l'aspect extrêmement foutraque de la structure, l'humour complètement grotesque. Un Burton dans le fond, vraiment, vraiment dans l'esprit, dans l'âme du Burton. Pour moi, ça faisait hyper longtemps que c'était pas arrivé. Et rien que pour ça, rien que pour ça, c'est cool. Rien que pour ça, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, ça veut pas dire que c'est son chef-d'œuvre, mais ça veut dire que il aura eu au moins droit à un vrai retour. Est-ce que ça veut dire qu'il continuera dans cette vibe et à réussir à faire du vrai Burton par la suite? Je sais pas, peut-être pas, mais au moins il aura eu cette espèce de sursaut. Et bah moi ça m'a fait hyper plaisir en fait, ça m'a vraiment ému parce que je pensais qu'il était perdu pour la science pour toujours. Tu trouves pas qu'il a mis beaucoup de lui dans le personnage de Lydia? Hmm, peut-être. Peut-être parce que c'est vrai que Tim Burton a quand même toujours beaucoup fonctionné comment dire, aux aspects autobiographiques dans la plupart de ses films. Enfin, en tout cas, les films de la grande période, il y a toujours eu un gros aspect autobiographique. Et il a toujours eu un alter ego à l'écran. C'est vrai que Lydia, avec son côté du coup extrêmement commercial, de genre elle présente une émission d'histoire de fantômes, mais elle a jamais affaire à des vrais fantômes et c'est complètement commercial et elle s'y retrouve plus et c'est pas ce qu'elle est vraiment et tout. Et petit à petit, elle réussit à réapprendre en fait à voir les fantômes, enfin, en tout cas les fantômes qu'il est important pour elle de voir et à retisser un lien avec ses origines. C'est vrai qu'on peut y voir quelque chose, ouais. Ça change d'un Burton au fond. Vu le box-office, c'est bien parti, ouais, c'est vrai, effectivement. Qu'il y aura un Beetlejuice, comme le disait Josunobo. C'est bien possible, c'est vrai qu'en tout cas, le titre Beetlejuice donne vraiment l'impression que c'est fait pour en avoir un troisième.
À voir, hein. Du coup, moi, là, du coup, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que ça pourrait être une bonne chose. Pourtant, je suis vraiment pas fan des sagas, hein, des franchises, mais ça peut peut-être donner quelque chose. On verra. Auquel cas, j'espère qu'il réussira à garder cette espèce de petite folie. Même si, autour de moi, toujours les gens qui l'ont moins aimé, notamment mon copain, trouvent justement que le film est beaucoup trop sage par rapport à l'ancien. Moi, je trouve pas, si ce n'est que voilà, on sent qu'il y a plus de moyens, on sent que c'est plus rodé sur certains aspects, on sent que les décors tiennent pas avec trois bouts de ficelle. Mais à part ça, moi, je trouve pas qu'en termes d'humour ou de folie, ce soit vraiment tellement en dessous. Ah oui, alors là aussi, le point positif, le plus positif que je voulais aborder, j'oubliais, mais c'est qu'en fait, on pourrait croire que c'est un film qui va essentiellement se reposer sur le fan service, ce qui est quand même souvent le cas avec les suites, les legacy sequels, etc. Surtout en ce moment, hein, on nous sort des Ghostbusters, je sais pas combien d'années après, entre autres les Romulus et compagnie, où on a vraiment l'impression qu'il faut y aller à fond sur les gens, ils viennent pour la nostalgie, ils viennent pour les éléments cultes de films cultes, donc il faut qu'on capitalise à fond là-dessus et qu'on leur ressorte du réchauffé, absolument. Et du coup, j'avais évidemment très peur de ça. Et même si le film fait un peu de fanservice, en fait, même pas tant que ça. Enfin, je trouve que le film réussit à s'affranchir hyper bien de tout ça. Parce qu'en fait, il traite pas du tout ces personnages. Pardon. Il traite pas du tout ces personnages comme des sortes, enfin, comme je le disais dans ma vidéo sur écran d'âge, comme des sortes de statues de cire, de poupées de cire qui seraient exposées dans un musée et auquel il faudrait surtout pas toucher, il faudrait vraiment que ce soit exactement comme avant, que chacun ait sa réplique culte, que chacun ait son look culte. Alors certes, c'est vrai que la frange de Winona Ryder, ça je comprends pas le délire, mais bon, admettons. Euh, le fait que, voilà, il faudrait que qu'on retrouve tous ces éléments-là et que surtout ils soient pas trop malmenés et qu'on se repose essentiellement sur les blagues qui étaient déjà préexistantes dans le premier film et qu'on innove surtout pas trop pour rester vraiment dans du réchauffé, de vraiment faire la même chose en actuel, mais sans créer. J'avais peur que ce soit vraiment ça. Euh, Alors attends. Oui, Alfred César, c'est ce que j'ai expliqué sur Jeffrey Jones au début du live. Oui, Keaton, il semble identique dans les deux films, ça c'est sûr, vu qu'avec un maquillage pareil, voilà. Et donc, en fait, contrairement à la plupart des Legacy sequels, du coup, la Tim Burton n'hésite pas du tout à utiliser ces personnages et à les mettre en scène comme vraiment comme de la matière vivante, à vraiment les faire évoluer. Donc, il y a non seulement, effectivement, la mort du personnage de Jeffrey Jones, mais il n'est pas juste mort, il n'est pas juste absent, en fait, on le fait réintervenir, et on le fait réintervenir de manière extrêmement grotesque et drôle, et en fait, on rentre vraiment on lui rentre dedans au personnage, quoi. Vraiment, on lui fait subir des choses et on le met en scène comme voilà un élément comique et en fait vos personnages chéris du premier film, bah ils peuvent mourir tout simplement. Il peut leur arriver des choses et Lydia elle est complètement névrosée et c'est pas du tout mis à part le fait qu'elle semble un peu bloquée dans le temps avec cette espèce de coiffure, elle est pas du tout le la nana comment dire euh, l'ado gothique en même temps très sûr d'elle, enfin mal insérée dans la société, en même temps sûr d'elle et de ses délires et de ce contact avec les fantômes et finalement détachée mais en même temps hyper dark et hyper posée quelque part du premier film. Là, c'est une nana toute fragile et toute névrosée, et en fait, ouais, le personnage a vraiment évolué, et on n'essaie pas du tout de nous remontrer la Lydia adolescente du passé, version, enfin si, version adulte du coup, mais je veux dire, transposée à l'âge adulte sans lui supposer d'évolution. Elle a vraiment évolué, elle a bougé, et elle va évoluer aussi au cours du film. Presque idem pour Beetlejuice, qu'on va aussi malmener, même à la fin du coup, il explose. Et en fait, le décor change aussi, parce que oui, même si on retrouve des éléments, la maquette, tout ça, la maison, on la change parce que juste on lui met un drap noir géant dessus parce qu'on est en deuil et que du coup, pourquoi pas. Moi, j'adore ce détail complètement absurde de genre, on est en deuil, bah très bien, on va mettre un drap noir géant sur la maison. Ça n'a aucun sens, mais je trouve ça très drôle. Je trouve que c'est hyper représentatif comme détail du Tim Burton qui se dit, on y va. Moi, je trouve que comme image, c'est cool et que c'est symbolique. On y va, on balance, même si ça n'a aucun sens. Et bah, dans le film, au sein du film, ça fonctionne. Euh, et donc bref, cette manière de pas du tout être prisonnier du fanservice, mais de réellement venir réinventer des choses, alors même s'il y a dans le monde de l'au-delà, il y a des zombies, enfin des fantômes qui va un peu faire revenir, genre par exemple, moi j'aimais bien que dans le premier film, le mec avec la tête réduite, ce soit un mec. Là c'est un peu bizarre qu'il soit toute une armée, qu'ils soient tous identiques, ça n'a pas vraiment de sens que un tas de mecs
qui fassent la même carrure et qui soient habillés pareil et tous eu la tête réduite par je ne sais quelle tribu d'Amérique du Sud. Et voilà, je trouve que ça, voilà, ça fait un peu fanservice. La manière de faire revenir aussi la nana du coup au comptoir qui envoie chier les gens avec le numéro, enfin qui tire un numéro pour faire pour faire la file d'attente. Voilà, il y a des choses un peu comme ça, mais je trouve que c'est jamais au premier plan. Je trouve que ça vient jamais vraiment plomber le film. Et que au-delà de ça, bah, en fait, il y a plein de choses nouvelles. Il y a le personnage de Willem Dafoe, évidemment. Euh, Et plein de choses qui sont inventées dans le monde des morts, qui n'étaient pas forcément dans le premier, qui sont à la fois très cohérents avec cet univers, et qui en même temps sont vraiment nouveaux. Et prouve que Tim Burton, en fait, quand vous le replongez dans cet univers-là, bah, il a encore des choses à apporter, il est capable d'y ajouter des choses sans détruire ce qu'il avait construit auparavant, et donc continuer à le faire vivre et à le faire réellement évoluer, lui ajouter des choses sans, à la fois sans détruire et en même temps sans être dans la redite totale. Et bah, c'est pas forcément si évident quand on fait un legacy sequel, entre guillemets. Enfin, en l'occurrence, c'est vraiment juste une suite, c'est pas tellement un legacy sequel. Mais voilà, et j'ai trouvé ça hyper cool, ça fait hyper plaisir de pouvoir se dire, on replonge dans cet univers, sans qu'il soit abîmé et sans qu'il soit juste une parodie de celui qu'on connaissait déjà, ou en tout cas une pâle copie de celui qu'on connaissait déjà, et que ce soit encore un univers qui vit, qui bouge, qui du coup a quelque chose de réel, et pas juste une image figée de ce qu'on connaissait il y a longtemps. En même temps, vu l'univers, il peut utiliser ses personnages comme de la pâte à modeler, quoi. Oui, c'est vrai, Chino, mais du coup, c'est vrai que je pense que Beetlejuice était quitte à faire une suite d'un mieux film, je pense que Beetlejuice était un peu le projet idéal pour pouvoir se lâcher et essayer de reconnecter avec cet univers-là. Est-ce que Jenna Ortega refait Mercredi dans le film ou on sent un autre registre? Alors, j'ai pas regardé Mercredi, du coup. Dans ma politique anti-Burton de ces dernières années, j'ai pas. Salut Nebland, j'ai pas regardé Mercredi. Peut-être que je le ferai, je sais pas, mais ça m'encourageait pas du tout parce que évidemment, comme beaucoup de gens, moi je suis très attachée à l'univers de la famille Adams et cet univers revu à la sauce Netflix Burton commercial avec en plus le principe de base d'avoir une famille Adams qui est complètement déconnectée du reste du monde, là, en fait, ce concept qui est balayé par le fait que Mercredi se retrouve dans une école où les autres gens sont comme elle, bref, ça me donnait absolument pas envie. Puis en plus, je trouvais que ça avait un côté extrêmement. Enfin, en tout cas, de ce que j'en voyais et de ce que j'ai entendu sur la série, ça donnait l'impression d'être extrêmement teenage, vraiment pour les ados, voilà, avec un personnage très très jeune et tout. Peut-être que c'est sympa et peut-être que je finirais par regarder, mais bon, en l'occurrence, ça m'attirait pas. Est-ce qu'elle fait une danse à un moment pour TikTok? Pas vraiment, Dark Chirac. Il y a une. Parce que, comme dans le premier, il y a des scènes chantées et dansées qui arrivent vraiment n'importe comment dans le film et ça fait vraiment au moment où ça débarque, je me dis ah ouais, genre là ils nous font une scène de comédie musicale là, c'est bizarre. Puis après je me suis dit, bah non, en même temps c'est Beetlejuice, c'est pareil. Ces scènes me faisaient le même effet dans le premier, la scène du repas où tout le monde se met à danser et à chanter, que je trouve d'ailleurs assez long dans le premier et pas par moments un peu gênante et en même temps qui fait partie de la folie de la chose. Bah là en fait c'est complètement pareil, donc il y a un peu de ça, mais il n'y a pas une danse emblématique vraiment dont elle est la star comme c'est dans le cas pour Mercredi. Oui, Nebland, bah écoute, du coup, t'arrives un peu tard sur le stream, mais là j'étais plutôt en train de conclure, mais effectivement, globalement, moi j'ai aimé. Avec des bémols, bien sûr, mais j'ai aimé. Tu avais très peur, Chino, qu'ils reprennent Ortega pour faire la do gothique, mais dans Beetlejuice. Ben, en fait, non. En fait, d'ailleurs, ce qui est assez agréable, c'est que le personnage d'Astrid, j'avais peur de ça, n'est pas du tout une redite de la Lydia du premier film. C'est vraiment un autre personnage. D'ailleurs, c'est un personnage beaucoup plus normal. C'est vraiment plus Jenna Ortega en jeune première. Voilà, elle est le personnage rationnel et normal du film, entourée de sa bande de névrosés qu'elle supporte pas. Mais elle est vraiment l'ancrage rationnel et le point de. Enfin, la boussole de normalité, on va dire, dans le film. Ce qui n'était pas du tout le cas de Lydia dans le premier film, qui était celle qui voyait les fantômes, et qui était la nana qui apportait la solution à beaucoup de choses, mais qui n'était pas du tout l'ancrage rationnel, et qui était une ado beaucoup plus étrange, avec un caractère beaucoup plus marqué. Là, Jenna Ortega, elle est très bonne actrice, donc elle fait très bien ce qu'elle fait, mais elle a un personnage beaucoup plus normal, entre guillemets, et c'est pas, en tout cas, pas du tout une répétition de la Lydia du premier film, alors que j'avais très peur de ça. Donc c'est cool. Mais personnage d'Ortega est intéressant par rapport à celui de sa mère. C'est une Gen Z hyper rationnelle qui s'oppose complètement à ce qu'était Lydia dans Beetlejuice. Ouais, voilà, c'est ça. Le décalage générationnel était très marqué. Bon, bah, c'est déjà mieux que Mercredi alors, nous dit Dark Chirac. J'ai horreur de ces films et séries qui insèrent des danses afin que ça buzz sur TikTok et faire la promo du film. Coucou Deadpool et Wolverine. Ah oui, bah ça, j'ai pas vu évidemment, mais j'irai pas le voir non plus. Non, mais écoute, là, c'est vraiment pas tellement le cas. Après, si TikTok veut s'emparer de certaines scènes
il y aura matière, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des choses qui étaient forcées au chausse-pied dans le film pour servir d'instant promo de cette manière. Franchement, en fait, je pense que je retournerai voir le film parce que franchement, j'ai vraiment passé un très bon moment. Malgré tous les défauts que j'ai évoqués, voilà, ceux qui arrivent maintenant pourront voir en replay ce que je peux reprocher au film ou alors lire ma critique ou regarder la vidéo sur la chaîne d'écran large. Mais, euh, mais voilà, globalement, écoutez, c'est une vraie bonne surprise. Et je suis pas là pour dire que c'est un chef-d'œuvre du tout, pour dire que c'est un excellent film. Euh, mais ça reste, surtout au regard de ce qu'on pouvait attendre de Burton ces dernières, enfin au vu de ces 20 dernières années, ça reste une très bonne surprise. Une vraie bonne surprise pour ma part. Voilà ce que j'avais à vous en dire. Et peut-être que je continuerai de plus en plus l'aimer au fur et à mesure que le temps passera. Qui sait. Bah carrément ne boude pas ton plaisir, surtout que tu ne sais pas quand sera le prochain bon film Burton. C'est vrai, peut-être qu'il sera dans 20 ans, on ne sait plus avec lui. Euh, Écoutez, voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Ah oui, parce qu'il est un peu tard là quand même. Ah, Spooky, tu as hâte de le voir. Ah bah mon pauvre, t'as été spoilé dans tous les sens du coup. Mais bon, je crois que ça n'est pas... Ça ne te coûte pas plus que ça de toi. Bref, voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres remarques avant que nous concluions? J'espère que j'ai pas oublié des choses importantes que je voulais vous dire, mais je pense pas. Je pense pas. Pas plus que par la bande-annonce. Ouais. En termes de musique aussi, juste parce qu'il était du coup question de Danny Elfman et de ses accusations. C'est vrai que le générique, bah, la musique du générique qu'on adore dans le premier Beetlejuice, évidemment, est reprise et remixée au début de celui-ci. Après, je trouve pas. Enfin, Danny Elfman, moi, je trouve qu'il a coulé un peu en même temps que Tim Burton et Johnny Depp et que ça fait longtemps qu'il a quand même pas fait des choses très marquantes. Donc là, bon, voilà, il reprend la musique originale et c'est cool évidemment qu'elle est toujours bien, mais par contre il y a pas de de nouveaux éclats on va dire. Est-ce que Burton a un autre projet de prévu? Je ne Bah oui, il y a toujours le possible remake de La Femme de 50 pieds là. Le truc avec les nanas géantes, le vieux film de science-fiction. Il était question qu'il en fasse. Alors là, attendez-vous à voir une Monica Bellucci de 50 mètres au cinéma bientôt, je pense. Mais je suis pas sûre que le truc soit encore sur les rails. Je sais que ça fait longtemps qu'il en est question et que le projet est un peu ressorti ces derniers temps, mais je suis pas sûre que ce soit déjà greenlighté, que ce soit déjà validé. Euh, Ça, et puis du coup, bah potentiellement une suite à cette suite de Beetlejuice. Selon toi, c'est quoi les films de Burton les plus ou moins burtoniens? Euh, alors, bah, on peut grosso modo découper en début et en fin de carrière, hein. Encore une fois, pour moi, la bascule, elle se fait vraiment en 2005, après Big Fish avec Charlie et Chocolaterie et Les Noces Funèbres, sachant qu'il y avait déjà bon, La Planète des Singes en 2001 qui était catastrophique, mais en même temps, La Planète des Singes, il a vraiment des choses très burtoniennes dedans. Le problème, c'est que c'est surtout les défauts burtoniens qu'il a, c'est-à-dire l'incapacité à mettre en scène les scènes d'action, et c'est pareil à écrire des personnages corrects et bon, plein d'autres choses dont on parle dans l'épisode de podcast de la réu d'écran large. Mais sinon, au-delà du fait de juste dire voilà, les films des années 90 c'est très Burton et ce post 2005 c'est pas Burton, j'ai quand même envie de reparler de Pee-wee, que je trouve pour le coup être extrêmement burtonien, alors que à cette époque on n'est pas dans des représentants, on n'est pas dans un décor très gothique dans Pee-wee. On est vraiment dans un univers déjà qui était préexistant, avec un personnage qui existait aussi déjà avant que Tim Burton se mette au cinéma. Euh, qui est un univers complètement rose bonbon, bah, qui est vraiment un peu l'univers d'Edouard le Main d'Argent, mais sans l'aspect gothique, qui est que l'univers de la banlieue d'Edouard le Main d'Argent. Mais c'est un film que je trouve extrêmement burtonien, aussi parce qu'il y a des effets quand même un peu monstrueux en stop motion qui sont très très cool, mais je sais pas, dans son humour, dans son rythme, dans son côté complètement absurde et dans cet univers qui est à la fois rose bonbon, vraiment un peu comme si vous étiez dans une, je sais pas, dans une ville Barbie, un peu comme si vous étiez dans un jouet géant, et en même temps qui a un côté décalé, qui donne juste un côté étrange à tout. Et ça, c'est un peu le talent de Tim Burton, surtout à cette époque, c'est vraiment de représenter la normalité de manière pas normale, avec toujours un décalage, quelque chose, un minimum d'inventivité dans les décors et de décalage dans les dialogues et dans les personnalités, qui va faire que vous êtes toujours dans un monde étrange et finalement potentiellement un peu effrayant, même quand vous êtes dans une comédie rose bonbon. Et du coup, ça,
Voilà, c'est facile de dire les films burtoniens, c'est Édouard de Main d'Argent, Beetlejuice, Sleepy Hollow, etc. Et les pas burtoniens, c'est Alice au Pays des Merveilles, Dumbo et compagnie. Mais parfois, l'aspect burtonien va pas toujours se cacher là où on le pense. Parce que oui, évidemment que Sleepy Hollow, c'est très burtonien, que L'étrange Noël de Monsieur Jack, même si c'est pas lui qui l'a réalisé, évidemment qu'on a un univers très burtonien. Mais le burtonien, c'est vraiment pas que une esthétique de surface avec des ciels gris et des arbres aux branches tordues et des spirales dans les décors. C'est pas du tout que ça, c'est vraiment aussi une tonalité, un humour, un rythme, et je trouve que vraiment cette manière de dépeindre euh, des banlieues, encore une fois, très couleur rose bonbon, pastel, avec cette espèce de décalage de regard mi-cynique, mi-second degré, ouais, juste étrange, comme si on filmait une autre planète, c'est en soi presque quelque chose de plus burtonien que ces aspects gothiques parfois. Est-ce que j'ai revu Charlie depuis sa sortie? Oui, Alfred César. Oui, et je trouve toujours ça pas bien. Je dis pas, c'est pas le pire, hein. Pour moi, Charlie, par exemple, je pense à Geoffrey qui trouve que Charlie et chocolaterie, c'est vraiment peut-être le pire. Moi, je trouve pas que ce soit le pire. Je trouve que j'y sauve encore des choses dans Charlie, mais je trouve ça déjà pas bien quand même. C'est vraiment. Il y a encore des choses, ouais, il y a encore des choses que je trouve un peu charmantes dans Charlie, un peu drôles, un peu. Voilà. Mais pour moi, on est vraiment sur une pente très très nettement descendante. Oui, puis oui, oui, c'est complètement l'absurde qui représente son cinéma. De l'époque en tout cas. Du proto-burtonien. Ouais. Puis oui, c'est sa femme du moment. Quoi? C'est aussi sa femme du moment. De qui tu parles, Spooky? Euh, voilà. Bah écoutez, voilà, je vais pas vous tenir la jambe 1000 ans non plus. Il a un côté réconfortant, mais je ne saurais pas dire pourquoi. Et non, c'est pas parce qu'il y a du chocolat. Ah, Charlie et chocolaterie? Euh, Ah ouais, parce qu'il se termine bien. Ce côté un peu conte de fées qui tient du coup plus au départ à l'histoire de Roald Dahl que. Je sais pas. Mais bon, voilà, on va peut-être pas épiloguer. Enfin, si, enfin, vous épiloguez sur Charlie et la chocolaterie tout ce que vous voulez. Moi, j'avoue quand même, ça fait un moment que je l'ai pas revu et que, à part le fait que, bon, c'est pas un film qui me convainc beaucoup, j'ai pas grand-chose à en dire. Charlie est nul car les enfants meurent pas, puis c'est tout. D'accord. Écoutez, je sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous, donc je sais que Spooky n'a pas encore vu le film, mais qui n'ont pas encore vu le film. J'espère que vous l'aimerez, j'espère que vous irez déjà, éventuellement, et j'espère que vous l'aimerez, que vous réussirez à lui trouver des qualités comme ce fut mon cas. Et vraiment, je me suis pas forcée, encore une fois, dites-vous que je partais vraiment avec avec un a priori extrêmement négatif. Donc, l'espoir est permis. Croyez en vos rêves. C'est le film qui ne me dérange pas de regarder avec un chocolat chaud au coin de la cheminée roulé dans une couette propre. Ouais, c'est mieux que dans une couette sale, c'est vrai. Mais bien sûr, Dark Chirac, mais de toute manière, je te juge pas, hein, vous avez tout à fait le droit d'aimer Charlie, ou de le trouver tolérable. Je comprends qu'on puisse regarder Charlie avec un peu de plaisir, je comprends. Euh, Il y a un côté très coloré, très ludique, très... Voilà. Pour moi, encore une fois, c'est pas le pire. C'est juste que je peux pas m'empêcher d'y voir quand même la déchéance de Burton, enfin le début, la déchéance de Burton, pour plein de choses qui vont pas. En revanche, voilà, je comprends que pour un divertissement, voilà, ça fonctionne. Il y a des films pour lesquels c'est pas du tout le cas. Pour moi, Sweeney Todd, par exemple, c'est vraiment pas acceptable. Dumbo, c'est juste une insulte à l'humanité. Voilà. Absolument, Spooky, c'est ça la vérité. Après tout, il y a Winona Ryder dans Beetlejuice, c'est déjà une qualité en soi. D'ailleurs, je me pose la question pour la prochaine saison de Stranger Things. Vraiment envie de boycotter à cause de ce connard de Noah Schnapp. Comment il s'appelle, Schnaps? Le mec qui fait son fils là, Will. Et en même temps, Winona Ryder, quoi. On va faire des streams pour juger Antoine. Vous êtes obsédé par Antoine dans mon chat. Je remarque juste, hein. En plus, sachez que je le répète. Donc voilà, il le sait. Je, je, je note que voilà, vous avez une affection toute particulière pour Antoine. Écoutez, il se peut, peut-être un de ces quatre, je l'inviterai. Le jour où je commencerai enfin à streamer Alien Isolation, peut-être qu'il viendra de temps en temps, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à le ramener jusqu'ici. Pourquoi pas. En même temps, il est petit, je peux le mettre dans mon sac. Charlie, c'est peut-être un des plus personnels de Burton. Ah, tu trouves le créatif barré contre l'industrie et les enfants de Bourges qui consomment son truc sans comprendre son art. Oui, en termes de propos, pourquoi pas Alfred César, mais le problème c'est que
Le propos, enfin, comment dire? Je veux pas dire que le propos c'est secondaire, évidemment que c'est central, mais encore faut-il que ça se ressente dans la mise en scène et dans ce que tu fais à l'image avec tes outils cinématographiques et pas juste sur le papier ce que tu essayes de dire. Moi je trouve que ça fonctionne pas à ce niveau-là. Je trouve qu'en termes de réalisation ça ne va pas. Et le propos il faut qu'il passe par la réalisation. C'est quoi le bail avec Stranger Things? Lorelai c'est juste que l'acteur qui joue du coup le fils du personnage de Winona Ryder fait beaucoup de propagande pro-sioniste sur les réseaux, en même temps qu'on se mange énormément d'images de massacres d'enfants palestiniens dans tous les sens. Et ça a mis une mauvaise ambiance, on va dire. Je promets d'offrir 5 subs ce jour-là. Euh, Charlie et la chocolaterie, c'est un livre à la base, l'histoire n'est pas de Burton. Bah, je sais bien, Lorelis, oui. Oui, oui, comme je le disais, c'est évidemment un roman de Roald Dahl. Ah oui, d'ailleurs, en termes de film burtonien, ça me fait penser que, justement, en adaptation de Roald Dahl, il existe évidemment, comme vous connaissez sans doute, le Matilda réalisé par Danny DeVito. Puisque oui, Danny DeVito a aussi réalisé des films dans sa vie, en tout cas il a réalisé celui-là, Matilda du coup dans les années 90, dans lequel vous avez aussi d'ailleurs le Paul Rubens dedans, donc l'acteur qui joue Pee-wee, qui lui aussi a été condamné pour offense sexuelle, d'ailleurs, au passage. Mais le film Matilda, je le trouve très très burtonien. Je trouve qu'il y a vraiment un esprit extrêmement burtonien et du coup c'est marrant que ce soit réalisé par Danny DeVito parce que c'est comme si ils avaient communiqué à ce niveau-là. Malgré le fait qu'il y ait moins de, comment dire, d'aspect fantastique et un peu gothique et aussi décalé, absurde que parfois dans Burton, un peu moins grotesque, un peu moins... Voilà. Je trouve que c'est qu'on s'en approche quand même beaucoup et à chaque fois que je le vois, sachant qu'il y a un côté un peu film pour enfants, hein, je sais pas à quel point vous voudriez le découvrir ou le redécouvrir aujourd'hui. Moi, pour l'avoir revu récemment, je me suis dit oui, c'est quand même globalement un film pour enfants, mais il est quand même vraiment chouette aussi, et notamment parce que je trouve qu'il a une âme extrêmement burtonienne. Absolument, Danny DeVito enfin oui, Chino, Danny DeVito est le fils de Paul Rubens dans Batman le défi. On le voit très peu Paul Rubens dans Batman le défi, mais effectivement il fait le père du pingouin au début dans l'espèce de scène d'introduction où vous avez du coup les parents du pingouin qui jettent le landau à la flotte. Il joue le papa, c'est Pee-wee. Oui, Dark Chirac, c'est vrai que la scène du gâteau, elle a vraiment quelque chose de... Je sais pas, c'est une scène qu'on pourrait imaginer voir bah ouais, dans un Beetlejuice ou même en animation dans L'étrange Noël Monsieur Jack, quoi. Enfin, tout ça, je trouve que c'est vraiment le même univers. Et oui, John Snow, ouais, j'ai parlé de l'apparition de Danny DeVito dans Beetlejuice. Bref. Voilà, bref, allez voir ce film. Et j'arrive plus à faire des phrases correctes. Donc, je vais vous dire bonsoir, je pense. Et je vais peut-être vous envoyer faire un petit stream. Un petit stream, Seigneur, un petit raid. J'avais été déçue du film parce que j'y retrouvais pas la noirceur du bouquin, je trouvais l'ambiance trop gentillette. Ah ouais, je sais pas, pour avoir lu Mathilda aussi, ça m'avait pas tellement fait ça, mais c'est possible. Après, bon, ça, traduire le genre d'atmosphère qu'on ressent à la lecture ou pas dans un roman, c'est toujours tellement subjectif et aussi compliqué. Merci à vous, écoutez, je vous envoie chez Dietz. Je vous envoie chez Dietz. Merci à vous d'avoir été là. Dietz, elle est sur quoi? Le chat. Eh bah écoutez, c'est parfait. Est-ce que j'ai réussi? Ouais, bravo. Merci beaucoup à vous d'avoir été là, c'était trop cool et j'espère que le film vous plaira et que vous m'en donnerez des nouvelles. Ah oui, prochain stream dimanche. Je sais pas sur quoi on sera. Si Geoffrey est dispo, ce sera Tomb Raider et sinon ce sera Immortality ou de la lecture ou je sais pas quoi. Bref, à très vite, bonne soirée.